Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Ce soir, je suis à côté de Ralph. Salut mon ami. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler de tout un tas de sujets. On ne sait pas où on va commencer, on ne sait pas où on va finir. Non. Parce que la particularité de Ralph, c'est qu'il aborde énormément de thèmes et de questions différentes dans ses vidéos. Tu es, Ralph, un youtubeur, tu es un créateur de contenu sur Internet. Ouais. Je te connais depuis longtemps, je te suis depuis un certain temps, tu as beaucoup évolué. Et on va faire un petit peu un bilan de ton parcours et on va te demander ce que tu es en train de faire en ce moment, quels sont tes projets à l'avenir, etc., etc. Je vais commencer par une question ultra bateau, est-ce que ça va ? Oh bah oui, ça va. Ça va bien ? La vie va bien. Ça fait 1 an que je suis pas allé au boulot, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Tu vois. C'est vrai. Je profite de l'état social français. Parce qu'il s'est passé quoi ? Tu as voulu arrêter le taf ou t'as... Ouais, en fait, j'avais rempli mes droits au chômage, ça faisait très longtemps, c'était un projet de vie, quoi. Un projet de vie de gratter le chomage 2 ans. Ouais. J'avais jamais eu l'occasion de le faire, et là, l'occasion était trop belle, quoi. Ça s'est présenté. Une formidable opportunité. Une formidable opportunité, mon patron pouvait pas me voir, j'ai fait, on s'arrange. Et du coup, c'est vraiment magnifique de pas travailler. Ah oui, oui. Ah ouais. Surtout, attention, c'est peut-être De pas pas magnifique. travailler, je parle du travail aliénant, horrible, etc. Oui. Je faisais pas ce que j'aimais, hein. Je suis juriste, hein. C'est pourri ce que je fais. Oui, après, non, mais c'est intéressant, d'ailleurs, ça peut être ma première question. Est-ce que tu penses que cette liberté est vraiment une bonne chose pour tout le monde ? Parce que moi, pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré des gens, des colocs, etc., qui parfois étaient entre 2 emplois et ils étaient vraiment angoissés par le fait de ne pas bosser. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, en fait, de ne pas travailler. Quel est ton avis là-dessus ? Non, je pense que la liberté, le bonheur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour obéir et souffrir. Le Bouddha, tout l'enseignement de Bouddha, c'est apprendre aux hommes à ne pas prendre le chemin le plus dur, quoi, à ne pas souffrir. On dirait que les gens ne veulent pas faire ça. Ils aiment souffrir. S'ils souffrent pas, ils culpabilisent. Tu vois. C'est une façon étonnante de voir les choses. Je me disais que peut-être qu'il nous fait souffrir nous. Par exemple, moi, tout ce qui était les boulots vachement répétitifs, ça me faisait vraiment souffrir dans la tête. J'ai l'impression que certains, ça ne les affecte pas autant que nous. Il doit y avoir des... Tu sais, moi, je crois au système de caste hindou. C'est pas du tout hindou, d'ailleurs. On a fait exactement la même chose. En Occident, il y a des natures d'âme, il y a des natures d'être. Et il y a des gens qui sont faits pour exécuter, obéir, c'est comme ça qu'ils sont heureux. Puis il y a des gens qui sont faits pour penser, créer, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de plus d'espace, ils n'aiment pas l'autorité. Il y a des gens, ils ont besoin de se battre. Voilà, il y a des natures d'âme, quoi. C'est vrai. On peut pas réfléchir, mais je crois que la plupart des gens seraient complètement effrayés par la liberté et l'oisiveté, quoi. Les gens, sont morts de peur de ça, quoi. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui n'arrivent pas à apprécier l'oisiveté, l'hédonisme aussi. C'est curieux. Exactement. Alors, quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos et qu'est-ce qui t'a pris en fait ? J'ai dit un jour, tiens, je vais me filmer, je vais me foutre sur YouTube. Ouais, c'est une histoire de fou. En fait, j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai toujours su au fond de moi que tout ce que j'écrirais ne serait jamais accepté nulle part pour tout un tas de raisons et que de toute façon, je suis complètement inapte à aller lécher des culs dans les maisons d'édition, etc., etc. Puis j'étais pas du tout Internet. Puis un jour, j'ai écrit un texte comme ça, que j'ai mis sur... J'ai appris à me servir de YouTube, j'ai appris à me servir d'un logiciel de montage, j'ai appris à me servir de tout le même jour. Tu vois, je sais pas, je travaillais 36 heures d'affilée, j'ai mis ma première vidéo en ligne. Et c'était fou, quoi, tu sais, au bout d'1 heure, il y avait 20 vues, je trouvais ça incroyable. Il y a des gens qui me mettaient des commentaires qui me disaient « Waouh, c'est trop bien » et tout. Et c'est une vidéo qui avait fini par faire 100 000 vues. Ah oui ? Pour mon malheur ou pour mon bonheur, je sais pas, non, parce que ça m'a fait connaître... Ça m'a fait connaître dès le début, mais c'était fabuleux, quoi. Internet, c'est fabuleux, en fait. Dès la première vidéo, tu as rencontré le succès ? Dès la première vidéo, j'ai rencontré le succès, sauf que c'était une vidéo sur les femmes. C'était un texte très littéraire, donc forcément très misogyne. Et donc je me suis retrouvé avec tous les misogynes, tous les masculins d'Internet qui ont adoré ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé avec un public un petit peu... pesant, on va dire. Public un petit peu pesant dans les premiers temps. Ouais. Maintenant, je ne parle pratiquement plus de femmes et de rapports hommes-femmes dans les vidéos publiques parce que c'est trop problématique, quoi, on va dire. Il y a trop de fous, quoi. Puis t'as peut-être plus envie d'en parler, en tout cas,
plus aussi souvent aussi. T'allais au bout d'un sujet, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on a compris certaines choses, après, on n'a plus besoin d'être obsessionnel ou de se répéter. C'était à peu près quand ça que t'as commencé Je dirais il y a 4 ans. 4 ans, ouais, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. 2017-2018, c'est quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, alors donc, tu montais un autodidacte, tu as commencé à faire des vidéos, et au départ, qu'est-ce que tu voulais transmettre? Tu voulais transmettre un peu ta connaissance, ce que tu avais compris des femmes, par pure solidarité, enfin, c'était quoi le principe? Ce serait très très dur à dire. En fait, au départ, j'ai écrit un texte, et quand on écrit, on aime bien être lu, quoi. Et depuis le tout début où j'ai Internet, mais tu sais, moi j'ai eu ça vieux, parce que je suis vieux. Je sais pas, j'ai eu la DSL à peut-être 22, 23 ans. J'ai toujours écrit des textes, mais c'était des textes qui avaient rapport avec la métaphysique, des trucs de gros intello trop chiants et tout, que je postais anonymement. Je signais jamais de mon nom, mais des textes qui ont eu du succès, des trucs comme ça. Et puis un jour, j'ai voulu changer la forme, quoi, parce que je me suis dit, en fait, les gens ne lisent pas. Oui. Les gens ne lisent pas. Donc, c'est intéressant de faire. Et on veut être lu. On fait pas ça pour. On fait ça pour être lu, on fait ça pour avoir les commentaires des autres, parce que c'est très enrichissant d'avoir le retour des autres. Moi, j'ai tellement appris depuis que je mets ce que je fais en public. C'est incroyable tout ce que j'ai appris. J'ai gagné. C'est comme si j'avais vécu 3 vies d'apprentissage, quoi, avec le retour des ça, c'est incroyable. Et je me suis dit, les gens ne lisent pas. Et le meilleur format, c'est des vidéos, en fait. Les gens regardent des vidéos. Donc, du coup, j'ai fait un texte pensé pour être lu en vidéo. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Ouais. C'est marrant parce qu'on est un peu le même début. C'est-à-dire que, plus exactement, j'ai eu le même cheminement psychologique. Je me suis dit, ça va être très difficile de percer dans le monde des lettres. T'as pas d'appui, t'as pas de réseau, t'es jeune, tu viens de nulle part. Et alors que quand on publie un texte qu'on dicte, il y a un retour immédiat, c'est-à-dire les commentaires, même négatifs. En fait, tout de suite, on a un retour, et donc ça donne un aspect concret qui est assez stimulant. Mais surtout, avant Internet, on ne pouvait pas court-circuiter le système, quoi. On était obligé de, d'aller à Saint-Germain, lécher des culs, je sais pas ce qu'il fallait faire, quoi. Puis tu restes. Aujourd'hui, on peut court-circuiter tous les bourges de merde qui tiennent le business, tous ceux qui nous font chier. On court-circuite et on fait notre vie. Mais il y a des tas de gens qui sont sortis comme ça ces 15-20 dernières années dont on n'aurait jamais entendu parler. Oui, c'est vrai que parmi les gens qui nous écoutent, certains ont voulu se lancer dans l'aventure YouTube et ont une espèce d'angoisse parce qu'ils se disent merde, comment on peut faire autant de vues, que Norman fait des vidéos d'autres types. Alors c'est vrai que YouTube promeut des mecs qui sont pas nous, mais d'un autre côté, on peut s'exprimer, les gens peuvent tomber au hasard des algorithmes sur nos vidéos, c'est une liberté. Moi, je sais que quand je parle à des mecs qui ont 60, 70 ans, il faut qu'ils nous envient parce qu'ils disent nous on était obligés de faire des revues à la con, c'est nous qui les imprimions. Des revues complètement austères que personne ne... C'était comme ça que ça fonctionnait avant. Ouais, ça. Et des trucs, tu faisais ça, c'était marrant les histoires des revues, mais c'était une énorme galère, fallait faire une asso, fallait un trésorier, enfin j'en sais rien, quoi. Des efforts dingues, complètement fou. Et aujourd'hui, c'est vrai, si tu prends Norman fait des vidéos ou Squeezie par exemple, moi je les aime bien en plus, c'est des gros bosseurs et tout son ce qu'il fait. Mais pense, tu vois, par exemple, avec Pierre-Yves Lenoble, parce que je travaille beaucoup avec Pierre-Yves Lenoble, on se fait des lives parfois où au top du live, on a 700 personnes. C'est beaucoup. Attends, mais tu te rends compte de ce que c'est 700 personnes qui t'écoutent en live? Alors bien sûr, ça peut sembler être rien, mais en fait, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que t'as un public, des fois, faut pas viser trop. Hein. Si on s'imagine dans une salle et qu'on se représente 700 personnes, ça fait beaucoup. Non mais on serait mort de peur. Déjà, on arrêterait de parler tout de suite, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir ce qu'on veut. C'est sûr que si on veut être une star et faire 20 millions de vues, ok, mais je sais pas moi, quand on était écrivain dans les années 60, 70, il y avait encore des revues vachement, comment dire, anarchistes, un peu où tout le monde pouvait écrire et tout. Ça se vendait à 1000, 1500 exemplaires, et puis il y a des mecs, ils ont fait des carrières comme ça, il n'y a pas besoin... Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un succès planétaire pour vivre ou aimer ce qu'on fait, en tout cas. Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout quand on fait des choses un peu confidentielles, voire volontairement confidentielles, il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir 1 million de followers, quoi. C'est comme ça, c'est le jeu, quoi. C'est clair. Ouais. Alors, qu'est-ce qui guide le choix de tes sujets? En gros, tu penses le monde, des fois tu vas lire un bouquin, tu dis tiens, merde, allez, je fais un truc. Ouais, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de règle. Parce que déjà, si je m'impose une discipline ou si je m'impose une règle, je pense que ce que je vais faire va pas être aussi bien que je le voudrais. Donc, je fais quand j'ai envie, comme j'ai envie. C'est pour ça que ça s'appelle la chaîne de Ralph. Il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de ligne
éditorial, il n'y a pas de sujet prédéfini. Ouais. Parfois, c'est des lives où on va parler d'un livre, parfois, ça va être une vidéo où ça va être un poème. Et le but, c'est l'incorruptibilité de l'âme, c'est ça que j'aime, quoi. Donc on fait on fait des trucs bien, quoi. Voilà. J'ai essayé de trouver un fil rouge entre toutes tes vidéos parce que certaines, alors de temps en temps tu vas parler politique, mais c'est assez rare. Ouais. Culture, tu vas parler de littérature, Bukowski, de temps en temps tu parles un peu des rapports hommes-femmes, de temps en temps tu fais des lives un peu généralistes. Je dirais une espèce de désinvolture joyeuse, c'est-à-dire en fait tu vas prendre le monde comme il est et tu vas parler d'un sujet sans te prendre la tête. En fait c'est l'inverse. Je trouve que ton travail c'est l'inverse exact du snobisme. C'est-à-dire, il n'y a jamais de snobisme, même quand tu vas écrire un texte qui est bien travaillé et tout, il n'y a jamais cette sensation de snob. Et c'est ce qui rend agréable, je pense. Bon, non, déjà, je crois pas que je sois snob. Et puis, comment dire, c'est vraiment, parce que j'ai pas trop ce regard sur moi-même dans ce que je fais. Je suis pas trop égocentrique comme ça, mais pas à ce point-là, quoi. Mais, comment dire, quelle serait l'idée ? L'idée, c'est de dire... parce qu'en fait, c'est horrible tout ce que je dis. Parce que je veux toujours dire la vérité. Oui. Et la vérité, elle est souvent horrible. Mais en même temps, il y a que la vérité qui est belle aussi, tu vois. Donc j'essaye de dire des choses horribles, mais que ce soit beau quand même. Tu vois. Oui. Je me souviens, il y avait un texte, je crois que tu avais mis sur Telegram, parce que tu es aussi assez actif sur Telegram, d'ailleurs. Je suis obligé. Bah oui, forcément, parce que tu as la crainte de perdre des vidéos, etc. Forcément, la censure, ça touche tout le monde. Et je sais plus, tu avais écrit un texte qui m'a fait marrer, c'est quelque chose comme de l'art de s'en foutre ou de s'en battre les couilles. De l'art de s'en battre les couilles. Absolument, il faut ça. Il y avait une part de vérité, il y a même part avec laquelle je n'étais pas d'accord, parce que moi je suis plutôt militant politique. Non, toi t'es complètement l'inverse, ça c'est sûr. Oui, mais il y avait quand même un truc où je m'étais dit, il a pas tort ce bâtard. Il y a vraiment ce côté où, finalement, quoi qu'on fasse, le monde tourne toujours. Donc, avoir de la distance par rapport à ce qui se passe permet aussi de ne pas trop souffrir. Voilà, le monde ne nous attend pas pour fonctionner. Quelque part, moi, si je meurs demain, le monde continue. Enfin, tu vois, ça, de toute façon, le monde continuera sans nous, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on peut avoir une emprise sur le monde ? Est-ce qu'on peut changer le monde ? Peut-être qu'on peut le faire, mais vu la complexité du monde, la surorganisation du monde, aussi les énormes tabous qui pèsent, c'est extrêmement difficile On est dans des espèces de grandes masses humaines, là, des États de millions et de millions de personnes, qui sont des machineries incroyables. Alors on peut avoir une emprise sur le monde, mais faut y sacrifier sa vie. Et moi, je suis pas prêt à y sacrifier ma vie. Donc je fais pas semblant. Voilà, je suis pas le mec, genre j'ai des grandes causes, je crois en des grandes causes. Non, je crois en des trucs, mais enfin bon, je fais rien au quotidien. Oui. C'est comme ça. Et c'est un truc de Français, tu sais. Ils pensent qu'ils font de la politique, les Français, parce qu'ils commentent les élections, où ils se branlent. On dit que les Français, c'est le peuple le plus politique du monde, parce que soi-disant, ils s'intéressent à des trucs. C'est le plus gros peuple de branleurs politiques du monde. C'est le peuple le moins politique du monde. Et c'est le peuple qu'on n'a rien à foutre de la politique et qui dit à l'État de tout faire à sa place. Moi, je fais pas semblant. Ouais. Voilà. Moi, si j'avais fait de la politique, Voltaire ou rien, quoi. Je suis Voltaire ou rien. D'accord. Voilà. Ça peut être intéressant de parler de ça. Soit tu exploses tous les tabous de ton époque et tu consacres ta vie et tu changes le monde, et ça, c'est magnifique. Et c'est une vie entière de travail. Et je suis pas prêt à faire ça. D'accord, ouais. Non, mais parce que je suis trop feignant, j'aime trop rester chez moi, fumer des clopes, rien faire. Et tu vois, c'est pas possible, c'est une vie de sacrifice, quoi. Mais toi, tu serais plus dans le tu es quelqu'un qui est dans le sacrifice, clairement, ouais. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien ta manière d'assumer l'hédonisme. Ah bah ouais, absolument. C'est rafraîchissant, effectivement, parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'hédonisme et qui te font croire qu'ils font énormément de choses alors qu'ils ne font rien. Alors que d'ailleurs, ce que tu fais, c'est pas rien, parce que tu as quand même une production. Alors peut-être si tu étais... Non, mais voilà. en vrai, je bosse tout le temps, parce que je réfléchis tout le temps et tout, mais je suis un branleur, c'est vrai, c'est la vérité, tu vois. Et c'est très important de se connaître soi-même, tu vois. Comme ça, on sait jusqu'où on peut aller, on sait ce qu'on peut faire, on sait là où on est utile, on sait là où on va se casser les dents. Et... moi, je suis pas un branleur qui changera le monde, quoi. Mais par contre, l'air de rien, je fais quand même des... tu vois, par exemple, j'ai des gens qui m'envoient des retours de vidéos qui me disent tu vois, ça faisait 10 ans que j'allais voir un psy, et ça m'a réglé mon truc. Ou tu vois, des fois, tu reçois des trucs comme ça. Donc quand même, t'as quand même une emprise sur le monde, tu vois, mais faut être humble, quoi. Ouais, c'est loin d'être rien, effectivement. Ah non, c'est loin d'être rien, mais moi, j'ai eu des retours. Depuis que j'ai eu ma chaîne, c'est incroyable, les retours que j'ai eus sur certaines vidéos.
Il y a des gens qui me disent merci de dire ça, parce qu'en fait, je l'ai toujours pensé, mais on n'a pas le droit de le penser. Et donc, juste le fait qu'on puisse le dire, je ne savais même pas qu'on pouvait le dire. Et là tu es heureux, parce que c'est ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça le résultat qu'on veut. Oui, des fois, de manière, simple et agréable, les gens pensent des choses, mais ont du mal à le formuler de manière synthétique. Totalement. Et le fait de l'entendre à travers une autre voix, ça leur fait du bien. C'est une libération, bien sûr. Une libération, hein. La verbalisation, c'est incroyable. Moi, je dirais en tout cas, pour moi qui suis papa, le simple fait que tu aies un enfant et qu'en même temps, tu aies encore une production, ça montre que tu n'es pas si un branleur que ça. Il y a différentes échelles, en vrai, je suis pas... En vrai, mais par contre, tu vois, par exemple, le militantisme, je pourrais pas. Rencontrer des gens toute la journée, je pourrais pas. Ouais. Parler à des gens, je peux pas. Tu vois, par contre, bosser dans mon coin ou réfléchir dans mon coin, oui. Oui. Bon. Je vais pas monter un parti politique qui va prendre le pouvoir, quoi. Tu vois, je le sais, quoi. Tu dirais que t'es pas extrêmement sociable ? Ouais, complètement. Je suis un introverti à 2000%. 2000%. Toutes les histoires de... Tu vois, moi, j'adore, par exemple, dans les milieux un peu dissidents, on critique l'individualisme, ce genre de choses. Je suis un énorme individualiste, assumé, tu vois. Je suis très content de ne pas avoir à faire, de ne devoir des choses qu'au marché et à l'État, quoi. De ne pas être obligé d'être avec les autres, de ne rien devoir aux autres. Ouais. C'est magnifique pour moi. C'est la liberté. Je me demandais, est-ce que c'est compatible avec l'amitié, ça ? Ou est-ce que tu as un rapport absolument compatible avec l'amitié. Moi, ce qui me fait peur, c'est le communautarisme, quoi. Tu vois, c'est devoir passer des week-ends avec des gens, de voir des trucs à des gens. Ouais, t'en avais parlé. Putain, mais ça, tu vois, ça pour moi, c'est l'enfer. Ah, t'as pas cet aspect tribal, non, j'ai pas ça. copiné comme ça avec le... Non, j'ai pas ça. Non. Ça peut marcher, mais il faut que ce soit ultra hiérarchique, quoi. Faut que ce soit un truc totalitaire, quoi. Le truc, on est tous potes, non, c'est pas possible. Ouais. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est difficile de dire ce que tu fais, puisque tu fais plein de choses différentes. Essentiellement, en tout cas, des vidéos dans lesquelles parfois tu vas lire tes textes, parfois tu vas commenter un sujet d'actualité, mais pas forcément politique, l'actualité tout court. Les mœurs, la société, c'est quand même un sujet qui revient souvent. Et alors moi, tu me connais, tu me connais pas forcément beaucoup, mais moi je suis un amateur d'art et moi je regarde toujours tes vidéos où tu vas parler d'autres écrivains, d'autres artistes. Alors on peut peut-être parler de tes inspirations, des auteurs que tu préfères lire et pourquoi ? Oui, c'est sûr que quand on regarde mes vidéos, en fait, j'ai énormément lu de 15 à 30. Puis en fait, tu te rends compte que quand tu as lu vraiment de manière boulimique, déjà, c'est bien d'arrêter. Je crois qu'il faut pas... Je crois que quand on est... les gros lecteurs qui savent pas s'arrêter, je sais pas, ils finissent complètement ouf. C'est un moment, t'as pris ce que t'avais à prendre et puis finalement, il t'en reste pas grand-chose, tu vois. Il te reste une dizaine d'auteurs qui t'ont vraiment bouleversé, tu vois. Et moi, c'est toujours un peu les mêmes. Il y a Bukowski, il y a Proust, enfin tous ceux dont je parle. Il y a Steinbeck aussi. Ouais, c'est beau. Mais en fait, il reste pas grand-chose. Et j'avais vu un truc extraordinaire tu sais, c'est les images de l'INA. Et c'était des bergers, tu vois, qui, comme ils faisaient les transhumances et tout ça, ils voient personne pendant plusieurs semaines et donc ils bouquinaient les gars. Ouais. Et puis ils interrogeaient un vieux berger comme ça et puis il lui disait, il disait alors vous lisez Puis le berger il dit ah oui, mais les gens ne savent plus lire, ils n'arrivent plus à se concentrer sur un livre et tout. Ils font ah oui, ils privilégient la quantité à la qualité. Je sais pas. Et le gars il a une réponse incroyable, il a fait mais même pas, il n'y a pas besoin d'avoir un livre de qualité. On attrape le savoir par n'importe où et puis on finit par extrapoler. Ouais. Et puis en fait, je crois que c'est ça qui se passe. Moi, j'ai lu certains auteurs. Il se trouve que c'est les auteurs sur lesquels je suis tombé. Mais ça permet J'aurais pu lire n'importe quoi. Peut-être j'aurais lu Harry Potter, j'aurais déroulé la pensée de la même manière, quoi. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est un outil. La culture est un outil pour comprendre la vie. Voilà, un moment, t'attrapes le fil et puis tu le lâches plus. Et ça peut arriver avec n'importe quel auteur, même des fois des trucs totalement insignifiants, quoi. Des livres qui peuvent paraître insignifiants ou divertissants. En fait, pas du tout. Ouais. Des gros trucs intello, je sais pas, moi, tu lis du Sartre ou je sais pas quoi, puis t'en retires absolument rien du tout. Alors que il est censé avoir toutes les grandes idées de l'univers, puis tu lis un San Antonio ou un Stephen King, et puis en fait, ça te vrille la tête, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec l'idée que même quand on se gave d'un contenu culturel, on n'en retient pas grand-chose. On ne retient que l'essentiel. Finalement, moi qui suis très cinéphile, par exemple, je suis plus cinéphile. Je lis, mais je regarde plus de films que je ne lis. Et effectivement, des fois, je me dis, mais
finalement, allez, il y a 50 films que je sauverais absolument. Les autres pourraient disparaître. C'est pas la fin du monde, quoi. Bah ouais. Puis tu vois, moi, dans les films que je sauve, il y a Robocop, tu vois. Bah, pour moi, Robocop, c'est un mythe. C'est magnifique, quoi. Je pourrais j'ai jamais les noms en tête, mais il y a les films de Bud Spencer, Terence Hill, c'est magnifique, quoi, tu vois. C'est pas la peine de sauver des trucs trop complètement intello. Ouais. Mais je m'étonne que tu apprécies Proust, parce qu'il y a quand même Ouais, j'apprécie pas. Bah, il y a Proust, beaucoup de complexité malgré tout, au moins littéraire en tout cas. Proust, c'est trop bizarre, en fait. De toute ma vie, j'ai jamais été dans le rythme proustien, tu vois. Donc je l'ai toujours lu en me disant, putain, mais il est trop chiant, quoi. C'est trop relou, quoi. Et puis un jour, je me suis retrouvé sans boulot, vraiment dans la nonchalance absolue, à me branler les couilles. Et du coup, je pense que j'étais dans le rythme proustien, quoi, tu vois. Et je l'ai lu. Et c'est magnifique de délicatesse. Il va remarquer des choses. Il va remarquer qu'il y a de la beauté dans des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, tout ça. Et ça, c'est beau. Moi, avant Proust, j'aimais beaucoup les grands trucs mythiques, les trucs grandiloquents, je sais pas. Et avec Proust, ça m'a beaucoup calmé, tu vois. Je me rends compte que une orange, c'est beau, tu vois. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, quoi. Tu vois, ouais, c'est vrai. Ça rend... Je vois ce que tu veux dire, parce qu'on peut dire qu'il y a une complexité stylistique, puisqu'il y a des longues phrases. Ouais, c'est connu. dur. Oui. Dur. Mais c'est vrai que parfois, il va te montrer la beauté des choses simples, comme le souvenir, l'amour, l'amitié, des choses vraiment très simples. Pas un port de tête, un regard qui veut dire tellement de choses, et il va tellement bien l'exprimer. Mais par contre, tu vois, j'ai arrêté à Sodome et Gomorrhe il y a peut-être 5-6 ans. Et comme après ma vie s'est considérablement accélérée et que j'ai fait des tonnes de trucs et tout, et ben je me suis jamais retrouvé à nouveau dans le rythme proustien qui me permet de le continuer. Ouais, c'est ça. Donc c'est en suspens. Parce qu'il faut vraiment avoir le temps, quoi. Faut que ton cœur il batte à 50, que t'aies vraiment rien d'autre à foutre. Donc c'est vraiment des moments dans la vie. Aucune pensée parasite. Ouais, c'est ça. Ben, souvent les gens qui ont lu Proust, alors qu'ils l'ont lu 2 fois, il y a des gens qui l'ont lu 2 fois. Mais vraiment, quoi. Ouais. Et c'est souvent des gens, c'est des fils de bourges qui ont du temps, qui branlent rien, qui passent 6 mois à la mer. Bah voilà. Et donc eux, ils peuvent se permettre de lire Proust. Et en général, quand tu dois courir pour payer un loyer et que t'as que des emmerdes, en général, tu lis pas Proust, quoi. C'est pas possible, quoi, tu vois. Effectivement, il y a un sentiment d'urgence dans la vie. Et je me rappelle que moi non plus, je n'ai pas fini La Recherche du temps perdu, mais quand je l'avais commencé, c'était à l'adolescence, à un moment où je m'ennuyais un peu dans la vie et où je me disais, tiens, perdre 2-3 semaines à lire un livre, finalement, c'est une bonne chose. C'est mieux que se branler, quoi, tu vois. C'est magnifique. Non, mais tu vois, en fait, ce qui se passe avec Proust, c'est ce qui se passe avec... moi, ça m'est arrivé pas beaucoup dans la vie. Ça m'est arrivé en lisant les mémoires de Casanova, ça m'est arrivé en lisant Céline. C'est qu'à un moment, tu es tout seul dans ton livre, il y a un rapport complètement intime. Ça n'existe que dans la littérature. Une intimité, parce que c'est un art qui ne se donne pas à voir, c'est entre toi et l'auteur. Et tu as vraiment l'impression de vivre avec lui et d'être son ami, quoi, tu vois. Genre, moi, je considère que c'est mes amis, j'ai passé du temps avec eux, quoi, tu vois. Ils m'ont parlé, quoi. Casanova, il m'a parlé, quoi. Enfin, une fois que tu as vécu ça de manière... C'est incroyable, ça abolit le temps, l'espace, c'est fou, la littérature, c'est complètement fou. Oui, c'est vrai. Mais c'est très rare d'obtenir ça. Quand tu l'obtiens, c'est... Est-ce que tu lis parfois des auteurs contemporains, on va dire, pas si vieux ? Pas trop, vraiment. Je lis un peu Houellebecq, mais... je veux dire, c'est le moins... Enfin, franchement, le dernier, j'aimais bien celui d'avant, là, avec le président... non, avec... Sérotonine, c'était cool avec le... C'est toujours un peu la même chose, le dépressif... Mais j'aime bien Houellebecq parce que lui aussi, il se la joue pas héros, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est le mec qui regarde le monde changer. Donc souvent ses livres, c'est ça. Tiens, il y a un changement sociétal, un changement technologique, un truc. Bah comment je vais faire pour j'étais un gros branleur avant et comment je vais faire pour être un gros branleur après. Tu vois, c'est vrai. Comment je vais faire pour m'adapter. Il a pas de grandes ambitions. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Mais je sais pas si ça te le fait, mais moi chaque fois que je lis Houellebecq, alors comme c'est des livres assez courts sauf le dernier, souvent je les lis 2 fois. Je lis une fois, puis après je retombe dessus un peu par hasard, puis je relis. Et souvent la deuxième fois j'aime mieux. Et je me dis mais finalement ça dit quand même quelque chose de l'époque. Tu vois, ah bah oui, non, mais c'est là qu'il est fort. C'est retenu cette espèce de non-histoire dit quelque chose de l'époque, quoi. Un mec qui décide d'arrêter de vivre en fait. Génial. Quoi. J'arrête mon taf, je vis dans un hôtel. Mais j'arrête mon taf, mais toujours sans jamais me mettre en danger quand même. Toi, sans jamais sortir de ma zone de confort, quoi, parce que c'est quand même dangereux la vie. Une espèce de décadence confortable, quoi. Totalement. À chaque fois ces personnages, moi j'adore, ils gagnent plein de pognon et puis. Il te raconte toujours comment il a fait pour se trouver un gros boulot de planqué, mais qui lui rapporte quand même, mais bon, qu'il en a quand même rien à branler. Ouais. Et que c'est très... finalement, c'est une sorte de courage aussi, tu vois. Non, c'est sûr. Bon,
Bon, c'est pas aussi excitant que la meilleure page de Bukowski, mais enfin, ça dit quelque chose, encore une fois, de la France, quoi. Bah, c'est sûr, c'est pas le comte de Monte Cristo, quoi. C'est sûr qu'on est sur autre chose, quoi. Mais ça dit bon. Mais après, c'est sûr que ça me fait moins. Tu vois, là, on est en train de faire, on lit le dernier Céline, là, Londres. Ouais. Bon, bah, quand tu lis ça, franchement, moi, j'aime pas dire tout est nul maintenant, etc. Je déteste le discours un peu. On est tous des canons, on est tous dégénérés et tout. Mais pour la littérature, franchement, bah, qu'on vienne m'apporter les auteurs qui sont extraordinaires, mais moi, je les vois pas. Donc, ouais. Là, quand tu lis le Céline, c'est tellement époustouflant, quoi. Ouais. Tu dis, il y a quand même un énorme fossé avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est clair, j'ai pas encore lu Londres, mais quand j'avais lu Guerre, ça a été une claque. Bah, Guerre, je me suis dit, mais merde. Bah, Londres, il est 10 fois plus fort. Incroyable. C'est incroyable, quoi. Ça met longtemps à rentrer, tu mets longtemps à rentrer dedans, mais quand tu rentres dedans, tu fais, mais... Et ça, je vois pas d'équivalent actuellement. Voilà. Et de toute façon, s'il y avait un équivalent, il ne pourrait pas être édité. Et je pense qu'en fait, il essaierait même pas. Parce que tu vois, un Céline, à l'époque, il écrit, bon, il déteste son éditeur et tout. On voit les lettres à Gallimard, il dit, donne-moi mon pognon, connard et tout. Mais il se fait quand même éditer, tu vois. Je sais même pas si aujourd'hui il tenterait le coup, en fait. Je pense qu'il ferait autre chose. Bah, c'est-à-dire que à l'époque de Céline, encore la littérature voulait dire quelque chose, avait un poids dans la société, dire qu'on était écrivain. Aujourd'hui, il a fait ça pour la passion, obligatoirement. Mais il a aussi fait ça pour l'argent. Tout. Il y avait des choses très basiques. Tu vois, il le disait, il l'avouait, quoi. Ouais. Et je te dis, je sais même pas s'il tenterait le coup aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il le tenterait pas. Ouais, c'est un peu triste, mais je sais pas. Peut-être qu'il ferait des vidéos sur YouTube. Non, mais alors les gens qui nous écoutent pourraient dire, bah, c'est de l'arrogance que vous dites de vous entendre dire ça, parce que finalement, bah, vous n'êtes pas des grands écrivains, alors vous dites qu'il y en a pas. Non, mais alors on ne dit pas ça. Mais du tout. Ok, on n'est pas des grands écrivains, on n'est pas des écrivains immortels, ça c'est clair, enfin éternels, à l'œuvre éternelle. On s'est apprécié. Bah, c'est qu'on peut être critique de cinéma, par exemple, sans être un grand génie de cinéma. Absolument. C'est très important d'être critique. Oui. Parce que si tu critiques pas, bah c'est un art, la critique. Sinon, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de juste, il n'y a rien. Tout est pareil, tout est égal à tout, mais tout n'est pas égal à tout. Le rôle aussi révélateur des critiques, parfois les critiques sauvent une œuvre et permettent de la faire connaître, c'est extrêmement important. Oui. Mais voilà, par rapport à ce que tu dis, je suis assez d'accord, parce que par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui écrirait une pièce de théâtre comme du niveau de Racine, c'est terrible à dire, mais ça n'intéresserait personne. Je veux dire, il y aurait 500 ventes. On dirait, il a fait quelque chose comme Racine, mais bon, du coup, c'est désuet. Ciao, quoi. Non, ou alors, tu sais, parce que je pense qu'il y a les gens qui travaillent pour faire les séries télé, les trucs comme ça, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de talent et tout ça, mais qui sont tellement bridés dans leur création. Ouais. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, le talent, il est plus dans la littérature, il est dans les séries et tout, mais c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui évoluent dans des mondes qui sont très... Il y a beaucoup de cloisonnement dans la création, quoi. Ils doivent marcher sur des œufs, quoi, quand même. Oui, t'as besoin des autres en plus pour faire un film ou une série. Oui, c'est des énormes projets, alors que le livre, t'es tout seul. C'est formidable. Ça, pour moi, c'est formidable. Ouais. Ah bah oui, parce que... Et justement, parce qu'on parle d'écriture, en fait, quels sont tes projets? Tu veux sortir un livre, peut-être? Moi, j'adore les nouvelles. Je suis un grand fan de nouvelles. Je trouve que c'est un style... La nouvelle, je pense que c'est bien, en plus, pour l'époque, parce que je crois que les gens aiment ça. Format court, oui. Format court, tu lis 15-20 minutes, une nouvelle. Donc là, j'en ai 6 ou 7. Il y en a 2-3 qui sont sortis pour les contributeurs, donc ceux qui contribuent sur Tipeee, Patreon, ils ont... pas les versions définitives, ils ont des versions que ce sera pas la version parce que je les ai beaucoup retouchées depuis. Et donc il y a un livre de nouvelles qui devrait sortir première moitié de l'année prochaine, on va dire. Ok. Tu vois, je me mets pas trop de pression. Non, ouais. On n'est pas là pour te presser de toute façon. À la limite, quand tu l'auras sorti, on mettra un lien en description de la vidéo. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer. Bon, tu as une chaîne YouTube, tu proposes aux gens qui souhaitent te soutenir de le faire via Tipeee ou Patreon. Tout ce qui est intéressant n'est pas en public sur YouTube. J'essaye de montrer des trucs. Non, mais j'essaye de faire des trucs bien. Oui. Mais fatalement, on est obligé d'être ultra consensuel, on marche sur des œufs. Tout ce qui est intéressant, tout ce qui est subversif, tout ce qui parle de sexe, tout ce qui parle de vraie politique, tout ce qui est... c'est sûr, c'est pour les gens qui payent, c'est obligé. Et pour deux raisons. D'abord parce que on peut se faire sauter de YouTube, ça c'est vrai. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et aussi parce que je crois qu'on peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui. Et on dit certaines choses, enfin... Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé Internet, je regardais beaucoup de contenu complotiste et tout.
je me suis fumé la tête au complotisme et tout, mais qui disait des trucs très vrais des fois, tu vois, c'était vachement... c'était à la fois complètement taré et à la fois intelligent, c'est très formateur le complotisme, tu vois. Et donc, des fois, tu faisais regarder ça aux gens, tu lui disais, tiens, regarde comment c'est ouf et tout. Et il y a des gens, en fait, ils auraient jamais dû être exposés à ça. Ils étaient pas... Ils sont restés dedans, en fait, c'est la boucle. Ils avaient pas bien sûr, ils n'avaient pas la structure. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. C'est le problème d'Internet, c'est que à la fois ça permet de court-circuiter toutes les structures, toutes les hiérarchies, ça c'est super. Par contre, ça a l'inconvénient de créer très rapidement des usines, enfin des concentrations de malades mentaux, quoi. Ça va très vite, quoi. C'est vrai, un contenu qui n'est pas compris peut avoir un effet dévastateur. Non, mais c'est démentiel. Dès que c'est un peu subtil, un peu second degré, un peu... tu te retrouves avec des fous. Des fous. Donc... T'as mentionné le fait que tu parles de sexe et de relations hommes-femmes régulièrement, en particulier en privé. C'est quoi ton angle à chaque fois c'est quoi, tu parles au fil de la pensée, t'as envie un peu de filer des tuyaux aux jeunes qui t'écoutent, c'est quoi le but? Ouais, c'est un truc ça, quand j'ai monté la chaîne, c'est... tu sais, à une époque, on s'était parlé pour faire l'art d'aimer d'Ovid. Pour faire Et donc, j'avais écrit une intro pour l'art d'aimer d'Ovid qui est jamais sortie. C'est très bien. Et dans Ovid, l'art d'aimer, Ovid, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit ce que l'on rougit d'enseigner, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je crois vraiment qu'on est une génération, je sais pas pour les nouvelles générations, au contraire, ils sont peut-être exposés, peut-être eux, ils sont trop pragmatiques, mais nous, on est une génération qui sommes nés dans les années 80, début 90, et ça s'explique très bien de manière sociologique. On est une génération où rien ne nous a été dit, rien ne nous a été expliqué. Parce que nos parents estimaient que le monde allait bien, qu'il fallait nous laisser faire, que de toute façon, le monde allait changer. Je sais pas comment ils réfléchissaient, tu vois, mais on est vraiment une génération où on nous a pas appris le basique, quoi. C'est vrai, il n'y a pas eu de transmission. Non. Et on n'avait pas Internet assez tôt, on va dire, moi jusqu'à 15-20 ans, Internet ça allait doucement. Donc en fait, on allait Internet vraiment pour des trucs précis, mais on n'avait pas les tutoriels, on n'avait pas 50 millions de mecs qui nous expliquaient la vie. Et donc en fait, on n'avait pas de mentor. Et c'est vrai que, à un moment que je me souvienne, mon père m'a jamais dit, tiens, je vais t'apprendre à draguer une meuf, faut faire ci, faut faire ça. Et donc t'es là, t'as l'école de République qui te disait qu'il fallait pas aborder une femme parce que c'est. Non, on nous a pas dit comment fonctionnaient les femmes, donc on était dans des délires complètement romantiques, etc. Ultra fleur bleue de dingue. On a pris cher quand on a... sur le boulot, on nous a pas expliqué, parce que nos parents se disaient, c'est bon, ils s'en sortiront, oh là là, ça va être simple. C'est à peu près sur tous les sujets, en fait. Donc on est une... Je pense que ce qui caractérise nos générations, je crois que c'est millénial, je crois à partir de 1980 et tout ça, ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, ce qui caractérise notre génération. Nous, on est millénial, c'est ça? Nous, on est des vieux millénials. Et génération Z, c'est la nouvelle, c'est ça? C'est après 2000? Là, j'ai peut-être un doute. Ouais, j'ai un doute, ouais. Mais en tout cas, ce qui nous caractérise, nous, et je parle pas pour les toutes nouvelles générations qui ont leurs propres problématiques, et je ne parle pas pour eux, mais nous... Je regarde des pornos à 5 ans, donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est peut-être une génération qui aura trop de dissociation mentale, parce qu'on leur a mis trop de conneries dans la tête et qui seront trop pragmatiques, quoi. On leur a pas permis de rêver, donc ils auront d'autres problèmes. Mais nous, notre problème, c'est qu'on est une génération où on nous a rien dit, et souvent, moi, j'aime bien dire des évidences, quoi, parce qu'en fait, c'est des évidences que personne ne dit. Jamais. Les 30-45 ans, quoi. Absolument. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je constate, moi je suis suivi quand même, la tranche de gens qui me suivent, on va dire grosso modo, c'est 20-45, essentiellement des hommes, parce que je fais de la politique, donc c'est plus les mecs. Et en fait, je suis surpris d'un truc, c'est que les jeunes de 20 ans, ils sont beaucoup plus câblés de thunes que nous à 20 ans. Par exemple. Tu vois, nous à 20 ans, on était en mode on veut changer le monde et tout. Mais oui, mais en fait, l'argent c'est mal. Attends, tu vas pas faire ça que pour l'argent. Bien sûr que si, quoi. Il y a des jeunes de 20 ans qui viennent me parler de placement financier, quoi. Par exemple. Tu es trop sérieux, en fait. Non, mais même par exemple, sur les rapports hommes-femmes, nous, on a pris une énorme claque. Mais aujourd'hui, à 15 ans, ils connaissent des trucs. Enfin, c'est totalement désenchanté, quoi. Au contraire, quoi. C'est même, t'as envie de leur dire, non, mais arrête. Ça va trop loin, un peu de poésie, quoi. Un peu de poésie, ouais. C'est horrible, quoi. D'être aussi pragmatique et désabusé, quoi. Ouais. Donc, faut un équilibre. Et comme je dis, je sais pas, les nouvelles générations, j'aurais plutôt tendance à me demander comment... De toute façon, en tant que créateur de contenu, on parle essentiellement aux gens qui ont à peu près nos âges. C'est toujours un peu comme ça, quoi. Un mec de 60 ans a du mal à avoir de l'influence sur des gens de 20. C'est toujours un peu comme ça.
Ouais, mais tu vois, on sait pas à qui on parle, tu vois. Moi, j'ai vu moi, j'ai eu des retours de gens, alors de très jeunes, tu vois, par exemple, des fois, tu vois, t'es étonné, quoi. Tu fais, putain, c'est fou, jeunes de 16 ans qui viennent te dire, c'est puis t'as des mecs, ils ont 65 piges. Une fois, j'ai croisé un mec, c'était où, dans le Tarn, tu sais, il avait braqué avec Mesrine, il est venu me voir et tout, il m'a dit, je kiffe tes vidéos et tout. Putain, t'es là, tu fais. On a des bonnes surprises parfois. Non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable. Et on sait pas à qui on parle. On parle à trop de gens, quoi. Trop de gens. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Alors toi, justement, comment t'étais avec les meufs quand t'avais une vingtaine d'années? T'étais timide? Ouais, j'étais nul. J'étais nul. Ah non, jusqu'à 23, 24 ans, j'étais complètement autiste, en fait. Je comprenais rien. Pour moi, les femmes, c'était des êtres mythologiques, intouchables. Ouais. C'était terrible, c'était horrible. Et puis, j'ai fini par aller un petit peu à la fac, tardivement, et tout ça. Ouais. Et puis là, j'ai commencé à ma grande surprise, tu vois, à plaire à des meufs et tout. Puis après, c'est parti. Mais sinon, non, alors, jeune. Ouais. Non, j'étais pas du tout j'étais pas le tombeur. Ouais, non. Mais plus tard, je me suis rattrapé quand même. Tu vois. Ouais. Souvent, quand on n'a pas d'expérience sexuelle, on est un peu niais avec les femmes. Et puis, il suffit d'une ou deux. Puis après, bon, on est. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas eu des. Mais c'était une tristesse. C'était très triste, très très triste. C'était dur. C'était dur. Alors que. Du coup, le déclic, ça a été quoi? Genre, t'as eu une bonne relation, t'es sorti de la timidité. Moi, par exemple, je suis forcé à être timide. Mais le déclic, c'est que je fréquentais pas de femmes. J'habitais dans un quartier, on traînait qu'entre couilles toute la journée. Ça, c'est un problème. Je bossais en restauration, on traînait qu'entre couilles toute la journée. D'accord. Donc, déjà, j'en fréquentais pas des femmes. Donc, après, je suis allé à la fac de droit, il y avait que des gonzesses partout. Donc, déjà, les choses sont beaucoup plus faciles, quoi, tu vois. Il y a que des gonzesses partout. Tu peux parler à n'importe quelle meuf, tu dis, mais t'es dans quel TD, toi, tu vois, c'est trop facile, quoi. Il y a des soirées tout le temps où tu picoles. Ouais, le lieu fait beaucoup, hein. Bien sûr, le contexte fait énormément. Je veux dire, putain, j'arrive pas à t'imaginer en droit. Ça te faisait pas chier, ces études? Ça me faisait trop chier, je sais même pas pourquoi j'étais là pour le café, j'étais là pour les meufs. Et puis j'avais mes années, donc puis à la fin on m'a dit faut trouver un boulot et tout. J'ai jamais fait ça pour ça. Non. D'ailleurs toutes mes études, je lisais des livres sur la métaphysique et tout. Enfin j'étais pas du tout branché, je me branchais 3 jours avant l'examen. Ouais. Mais bon au final. T'as réussi quand même à faire les étapes. J'ai eu les masters quoi, mais j'ai jamais été un grand passionné, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Moi, ce qui m'a toujours un peu renfrogné dans le droit, c'est que tu as l'impression que les lois changent tout le temps. Alors, c'est comme apprendre une connaissance qui est mobile et je déteste ça. Ouais. Après, tu apprends. Toi, par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'administration. Parce qu'en fait, tu vois, en France, on parle de politique, mais en fait, ce qui tient l'État en France, c'est l'administration. En fait, la science administrative est 1000 fois plus puissante que la science politique en France, quoi. Et tu apprends la politique de l'intérieur. Mais moi, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. C'était le pognon, c'était les achats. Donc on voyait vraiment les vrais conflits et les vrais trucs. On n'était pas du tout dans la communication politique ou ce genre de choses. Donc tu voyais la vraie politique, c'était... Disons que c'est un truc intéressant que tu peux partager avec personne, parce que de toute façon, personne n'y comprend rien. Ouais. Moi, j'étais payé. Mes patrons, ils me disaient on te paye pour quand on te demande si quelque chose est possible, tu dis non et tu peux pas nous expliquer pourquoi, parce que c'est trop compliqué, tu vois. Et je disais, ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Ok. Ouais. Bon, ça a un certain... Ça n'a pas un intérêt. Disons qu'il y a l'esprit des lois, quoi. Et en France, l'esprit des lois, il est quand même très fort, quoi. Il y a des mentalités, il y a des modes de fonctionnement qui ne bougent pas et qui ne bougeront pas, quoi. Même si la loi peut changer. D'accord. Ouais. La France, c'est une dictature administrative et politique, quoi. Ça n'existe que... C'est même la base de l'existence de la France, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de France, quoi. C'est vrai que l'administration est très forte en France, c'est ultra rigide. En fait, tu te demandes encore comment ce pays tient, mais il tient, en fait. Il tient vraiment. Il tient, mais déjà, là-bas, ça n'existe pas, la France. Donc, c'est une complète création administrative. Donc, ça tient... Ça peut tenir sans aucune cohérence, ça peut tenir sans... Je sais pas comment ça peut s'effondrer, la France. Franchement, les gens qui disent la France va s'effondrer et tout, je fais Ouais. C'est très optimiste. En fait. Putain, le jour où la France s'effondre, dis donc, je pense que ça peut marcher, mais même dans les flammes de l'enfer, ça fonctionne encore, quoi. Tellement c'est... J'ai pas envie de voir ça, tellement c'est bien foutu, quoi, tu vois. Non, c'est dingue, la France, c'est... D'ailleurs, on avait parlé de ça parce qu'on avait déjà fait une petite émission ensemble et tout ça. Et puis, ça c'est les trucs que les gens nous demandent toujours, quoi. Ils nous disent...
Et comment on fait pour combattre le système? Et qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans et tout? Puis nous, on était assez détendus, quoi. Si on ne pouvait pas, finalement. Le monde n'a jamais été aussi résilient qu'aujourd'hui, quoi. Donc on peut avoir des coups durs. On peut se prendre, à titre individuel, avoir de gros problèmes, je sais pas pourquoi, mais alors que le système s'effondre, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça. Avant que les États s'effondrent, avant que les pouvoirs publics s'arrêtent, avant que... non, ça c'est... Ça arrivera peut-être un jour, mais... Ça, c'est vraiment une question qui me revient souvent parce que bah, tu sais, moi, mon public, c'est des nationaux, hein, tu vois. Et ils se posent la question du sens. Ils me disent, mais finalement, on combat, mais est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Et moi, je leur dis, bah, militer, si vraiment ça vous fait du bien de militer. Si ça vous fait du bien de militer, c'est-à-dire dire la vérité, une chose qui fait du bien en soi, c'est un acte moral. Et donc, si vous pensez que vous êtes du côté du bien, ben, militez. Mais moi, j'arrive à combiner ça avec le fait que je sais très bien que le cours des choses avance sans trop qu'on ait une influence dessus. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le système, il est comme ça, il va peut-être encore tenir 20, 30, 50, 100 ans. En fait, on n'y peut pas grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'on milite. On milite parce que c'est notre passion. Pour certains, la passion, c'est la politique. Pour d'autres, ça va être la littérature. Pour d'autres, ça va être le divertissement. Non, mais il va se passer, quand on milite et quand on parle, et il se passe des choses. Il se passe des choses à titre individuel. On peut changer la vie des gens. Est-ce qu'on change le cours de l'histoire? C'est rare. C'est encore autre chose. Mais tu vois, moi, par exemple, moi, je dis toujours, le je m'en foutisme, c'est une vraie philosophie chez moi. C'est du stoïcisme, en fait. À l'époque des stoïciens, la Marc Aurèle, etc., on est exactement dans la même configuration qu'aujourd'hui, un peu moins pire, mais à peu près la même configuration qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un énorme empire, qui est une usine à gaz. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Personne ne sait où ça va. Personne ne sait si ça va se casser la gueule ou pas. Et du coup, la philosophie de l'époque, c'est, écoute, essaye de kiffer un peu la vie, parce que franchement, c'est pas du tout la même chose dans les présocratiques, machin. La vie de la cité, c'était très important, il fallait s'impliquer dedans et tout ça. Ouais. Là, moi, je dis, je m'en foutais, tu vois, je pense pas qu'on changera le monde. Je crois, par exemple, à la somme des mauvaises volontés individuelles, tu vois. D'accord. J'y crois. Ça, c'est quelque chose qui est très... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je crois que il y a 5, 10, 15% des gens qui font fonctionner des sociétés. C'est des gens qui sont les plus loyaux, les plus courageux, c'est des gens qu'on a éduqués comme ça, c'est des gens qui sont dans le sacrifice. Je sais pas, mais mes parents, ils ont été un peu comme ça, tu vois, c'était des petits fonctionnaires qui étaient dans le sacrifice, ils pensaient pas du tout à l'argent, ils voulaient bien faire, l'amour du service public, de l'intérêt général et tout. Et en fait, une société, ça fonctionne avec ça. Et je dis aux gens qui ont été élevés comme ça et qui ont des qualités, je leur dis, ça ne sert plus à rien d'être dans le sacrifice aujourd'hui, quoi. Arrêtez, ne vous sacrifiez plus. N'allez plus dans la police courir après les gens. Vous n'avez plus rien à y gagner. Ouais. Terminé. Et donc, il faut se rééduquer, quoi. Parce qu'en fait, on est éduqué pour ça. On est conditionné pour ça. Donc, il faut se déconditionner à servir, à être loyal, et trucs. Pensez à vous, laissez... T'avais reçu Laurent Alexandre une fois. Et Laurent Alexandre disait « Ah non, mais les zadistes, c'est pas bien, c'est des passagers clandestins du monde moderne, parce que quand ils ont besoin d'un IRM, ils sont bien contents. » Et moi, je dis « Mais bingo, soyons des passagers clandestins du monde actuel. Laissons les lèche-culs et les larbins faire le boulot à notre place. Ouais. Justement, s'il n'y a plus de grands projets collectifs à servir, essayons de servir notre propre projet, quoi. Essayons d'être un peu heureux, quoi, tu vois. Est-ce que tu crains pas que ce soit assimilé à de l'égoïsme et que finalement ça éloigne un peu les gens de toi? Que ça me les éloigne de moi? Par exemple, oui. En fait, ça pourrait, présenter comme ça pourrait rendre un peu ta philosophie de vie un peu antipathique. C'est-à-dire, en gros, chacun fait ce qui lui plaît, tu vois. Après, tu t'en fous peut-être, hein, je sais pas, chacun fait ce qui lui plaît. Ouais. Tu sais, ça revient à la première question, c'est... on dirait que les gens, ils veulent pas être heureux, ils aiment pas être heureux, tu vois. Moi, je leur dis juste ça, quoi. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, le projet collectif est trop compliqué, trop illisible, trop brouillon. C'est un truc qui est en inertie, donc sur lequel on a très très peu d'emprise. Ouais. Et je crois qu'on sait pas le moment de s'agiter maintenant. Ouais. Il y aura peut-être un moment où il faudra s'agiter. Il y aura peut-être des opportunités dans l'histoire, mais pas maintenant. D'accord. Pour l'instant, je vois... Une espèce de grand brouillon, quoi, auquel t'as pas envie de participer. Non, pour l'instant, non. Ouais. Peut-être s'il se passe quelque chose, il peut y avoir des choses qui vont me galvaniser. Et pour l'instant, il n'y a rien qui me galvanise. Ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui me galvanise. Tu vois, les élections, quand on a vécu 4, 5, quand tu parles aux gens, quand tu parles aux Français, ça fait peur quand même. Tu te dis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ouais. Juste sur la question migratoire, tu vois, par exemple. Bien sûr.
Je sais pas, tu sais, j'ai l'impression d'être avec des putains de névrosés en psychanalyse, tu sais, il y a un éléphant au milieu du couloir dans leur vie, quoi, tu sais, mais ils veulent pas le voir, quoi, tu vois, ils ont été totalement condamnés. Et tu te dis, bon, bah voilà, c'est... Après, c'est le grand paradoxe, c'est qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, il y a un côté absurde, en fait, t'as l'impression que, je sais pas, il faudrait que les gens... le sang leur éclabousse sur le visage, vraiment. Mais je sais même pas. Je sais même pas si ça marcherait. D'un autre côté, toi, par exemple, tu vis en France et je pense que des fois, tu as quand même des réflexions, tu as des proches, tu as un enfant. Des fois, tu te dis pas, mais merde, si au hasard, ça tombe sur un des miens, bien sûr, ça me bouleverserait. Bien sûr, mais c'est des choses auxquelles on pense. C'est des choses auxquelles on pense. Mais tu vois, moi, j'ai de moins en moins de discussions politiques avec les gens. Je suis de plus en plus... comment on dit, je suis de plus en plus asocial, mais c'est comme ça, c'est la vie qui suit son cours. Tu vires les gens les plus anxiogènes, tu sais qui sont tes amis. Donc j'ai la chance de plus avoir besoin de fréquenter trop de gens, d'avoir des discussions à la con, aux terrasses des cafés et tout. Mais je suis quand même obligé de le faire de temps en temps. Tu vois. Il y a des fois, je peux pas y couper. Et je sais pas, là, par exemple, sur la dernière année, je suis tombé sur des gauchistes, mais qui me sortaient des arguments des années 80. Sur les immigrés qui font le travail qu'on veut pas faire, on est sur encore les là, trucs. quoi. Ouais, moi j'étais là, mais je me disais, mais c'est surréaliste, quoi. C'est de la pure folie, quoi. Et c'est pas des gens forcément bêtes, quoi. Ouais. Et une autre fois, j'étais avec des gens, là, voilà, pour le coup, pour qui j'ai énormément de respect. Alors, je vais pas dire de nom, mais il y a une dame d'une 60aine d'années qui est une ancienne très haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Sa fille, c'est la plus grande rebelle que j'ai jamais vue. C'est des gens qui... Ils vont regarder des conférences super compliquées sur des sujets très pointus, sur des trucs, sur des machins. Ouais. Mais ils sont pas capables de voir l'éléphant au milieu du couloir, quoi. Tu vois, et t'es là, tu fais... Pourquoi c'est pas toujours une question d'intelligence, hein. Non, moi je pense que toute la société française, elle a été... Il y a un tabou. On a mis un tabou dans les années 60, 70, 80, je sais pas. Moi je pense que ça a commencé dans les années 60. C'est dès qu'on a fait venir de l'immigration de masse, c'était pour nous niquer, hein, c'était pour nous saboter. C'était pour saboter le peuple français qui demandait trop de droits, qui demandait trop de trucs, quoi. Et en même temps qu'on a amené ces populations, on a amené le tabou. Et le tabou, c'est ce que Freud disait, c'est le surmoi, quoi. Ouais. Quand tu mets un surmoi chez les gens, quand tu leur mets un tabou, c'est des pourcentages que je donne au hasard, hein, c'est pas scientifique, c'est indicatif, c'est pas... Je crois que 90% des gens sont incapables de passer au-delà d'un grand tabou sociétal qu'on lui a mis dans la tête. En fait, tu peux pas dépasser ça. On espère l'impossible, hein. On se dit, les gens vont finir par dire ce qu'ils pensent, mais en fait, ils s'interdisent de le penser. Et en fait, le jour où ça arrive à tout le monde en même temps. Et on sait jamais quand le tabou sera brisé, en fait. Mais en plus, non seulement le tabou, alors ça veut dire qu'ils arrivent pas à l'amener à leur propre conscience, parce que donc ils l'ont dans la tête, parce qu'évidemment, ça crève les yeux, donc ils peuvent pas ne pas l'avoir dans la tête, donc c'est dans l'inconscient. Donc ça va quand même dominer leur vie. Donc ils vont quand même s'installer dans des endroits où ils vont être tranquilles, ils vont changer de rue quand il faut. Mais, bien sûr, mais c'est Jung. Moi, je suis pas un grand Jungien, mais Jung il disait tant que votre inconscient ne sera pas monté à la conscience, il vous ferait des choses et vous appellerez ça le destin. D'accord. Mais en fait, vous serez complètement dirigé. Et c'est ce que je vois avec les boomers, les trucs que je connais. Attention, ils sont pas racistes et tout, mais ils vont tous acheter des maisons en Bretagne. Et puis, enfin bon, ils font tous pareil en fait. Donc à un moment, tu te dis, c'est comme ils mettent tous leurs petits enfants dans les écoles privées. Enfin bon. Ouais. À un moment, donc non seulement le tabou t'empêche de réfléchir correctement, parce que c'est l'éléphant au milieu du couloir, donc tu vois plus rien, c'est obligé d'avoir des raisonnements complètement débiles. Mais en plus, ça rend les gens fous. Un tabou, ça rend les gens fous. Ça rend les gens complètement névrosés. À un moment, quand le surmoi, quand le tabou que t'as, il est trop important et tu peux vraiment plus te le cacher à toi-même, ça fait des hystériques, ça fait des gens dépressifs, c'est terrible. Moi, c'est ma théorie sur la France, hein, c'est que beaucoup de gens sont fous en France. Ah bah oui, bien sûr que les gens sont fous en France, ils sont dans la dissociation cognitive perpétuelle. On n'arrête pas de leur dire que c'est des feignasses alors qu'on est les plus gros bosseurs du monde, on se fait défoncer. On n'arrête pas de nous dire qu'on a une chance incroyable d'être dans le plus grand état social, on se fait déboîter d'impôts. On peut rien investir dans notre vie personnelle parce qu'on paye un état on paye un truc de ouf. On peut pas voir quand même le truc le plus incroyable, c'est qu'on est en train de se faire envahir par des peuplades d'Afrique. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Donc les gens deviennent fous, bien sûr que les gens deviennent fous. Peut-être l'un des peuples blancs les plus antiracistes, on est traité de racistes. Toute la journée. Ouais. C'est un truc de ouf. Quand tu mets ta radio, raciste. On est des feignasses, on est des racistes, on est des radins, on n'est pas généreux. Toute la journée, les gens se font éclater des trucs. Enfin,
Il suffit juste de quitter la France 3 secondes pour comprendre que c'est complètement normal, délirant, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. ouais, moi je pense que la France rend le. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de fous en France, ouais. Beaucoup de. La psychanalyse. Pourquoi on est un des derniers pays au monde qui pratique la psychanalyse, tu vois. Ouais. Je savais pas ça. C'est-à-dire que maintenant c'est passé de mode, c'est ça, on en fait moins. Oui, enfin maintenant on va pas aller voir 10 ans un gars pour rechercher les causes de ses problèmes. En général, on les connaît, les causes de ses problèmes. Maintenant, on va plus essayer d'avoir des thérapies rapides qui se concentrent sur plutôt psychiatrique, des solutions, médicale, comment faire pour vivre avec ton problème dont on connaît la cause. Ouais. Et alors des gens qui se regardent le nombril pendant 10 ans en se disant mais pourquoi ça va pas bien chez moi, je comprends pas. Et bah ça c'est que la France, ça. Comme ça, tu sais. C'est que la France, ça. Et quand ils tombent sur un bon psy, ils en changent. Tu sais, le psy a dit ce qu'il fallait, quoi. Il me donne des solutions, mais je ne veux pas de solutions. Je veux qu'ils comprennent mon problème. Ah ouais, c'est ça. C'est terrible d'être un bon psy en France, quoi. Les gens veulent être malades. Peut-être. Pour en revenir au début de ta production, au début, tu as été un peu identifié, on va dire comme ça, comme un youtubeur mycto. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, j'arrête avec ça, je passe à autre chose? Est-ce que tu as changé d'avis ou est-ce que tu dis, ça marche pas, ça fait le contraire de ce que je voudrais faire, tu vois? Non, d'abord, mycto, ça veut dire, c'est des gars qui renoncent aux femmes, quoi, tu vois. Ouais. Ah, mais moi, tu me feras jamais renoncer aux femmes. Bon, on en reparlera si tu veux, pourquoi ils renoncent aux gonzesses, mais bon. T'as une théorie là-dessus. Ouais. Bon. À mon avis, ça leur fait bon. Bref. Ouais. Mais moi, j'avais mis mycto sur la première vidéo parce que j'avais bien aimé le concept ultra américain, d'être ultra pragmatique et de dire en 10 phrases des vérités trop hardcore sur les rapports hommes-femmes, alors que nous, on est des Français, quoi. C'est l'éducation sentimentale de Flaubert, etc. Ouais. Et j'avais bien aimé la démarche ultra pragmatique à l'américaine, ultra sans pitié, avec le PowerPoint qui te dit en 10 points la red page. J'avais trouvé ça cool et je pensais que les Français avaient vraiment besoin de ça à l'époque. Parce qu'il n'y avait rien à l'époque c'est vrai. quand je parlais de ça. Et très vite, je me suis retrouvé avec des gens que ça intéressait, quoi. Qui avaient tous la particularité d'être fous. Ils avaient tous la particularité d'être fous. Par contre, c'était des fous de tous les milieux. Parce que quand tu commences à être dans la haine des femmes, alors là, c'est l'union sacrée entre les FAF, les musulmans, tout le monde. Alors là, ils s'entendent tous trop bien pour cracher sur les meufs. Et j'ai mis énormément de temps à étudier ce milieu et tout, à me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce problème, quoi? Et en fait, ça a l'air un petit peu abrupt comme ça, mais en fait, c'est tous des homosexuels refoulés, quoi. C'est ça le truc. Ils sont tous pédés. D'accord. Voilà. Mais après, je peux te l'expliquer. Tu sais, j'en ai fait des théories, j'en ai fait des vidéos de 50 minutes. Donne un peu de ton savoir. Bon, par exemple, parmi les gens qui détestent les femmes, t'as les ultra virilistes. Je vais pas donner le nom d'ultra viriliste, mais enfin non. Tu pourrais, comme tu veux. Bon, ils ont tous la particularité, par exemple. Ils sont tous chrétiens, par exemple. Ok. Donc ils veulent tous d'une religion qui les empêche de baiser et d'être pédés, quoi, en fait. C'est ça, le christianisme, quoi. Donc ils sont tous chrétiens, ils veulent tous un état totalitaire qui les empêche d'être pédés aussi, tu vois. Ils sont ils adorent tout ce qui est viril, ils sont dans l'exaltation de l'homme. Mais en plus, c'est vraiment ultra proto-gay comme imagerie. Les corps, les corps, la muscu, etc. Et dès que ça parle de femmes, ils n'ont pas de mots assez durs pour parler des femmes. Ils sont complètement homosexuels, mais ce sont des homosexuels qui n'ont pas pris la vague de l'acceptation de l'homosexualité avec LGBT. Au contraire, je pense que c'est des populations qui ont fait un rejet total par le côté exubérant des revendications, des droits homosexuels, qui était plutôt de l'homosexualité d'extraverti, j'ai envie de dire, et qui a laissé de côté tout un tas d'homosexuels qui étaient plutôt dans une imagerie. L'homosexualité virile, on pourrait dire. L'homosexualité virile. Tu vois, par exemple, le plus grand masculiniste américain, là, c'est Jack Donovan. Il écrit des livres, il dit pas homosexualité, il dit il est androphile, lui. Il aime les mecs. En tout cas, il est très c'est clair, la même chose. Il est très clair. Il dit, quand on est homo, c'est plus simple. Pour baiser, c'est plus rapide. Les hommes, le cul d'un homme, c'est plus beau que le cul d'une femme. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Mais lui, il a un petit peu d'avance, quoi, tu vois. Il a un petit peu d'avance. Mais au final, c'est exactement ça. Mais du coup, Jack Donovan, il est cool, tu vois. Il fait chier. Il est bien dans ses baskets, quoi. Parce qu'il assume. Il est bien dans ses baskets. Il assume complètement. Alors que tu vois que chez l'islam, par exemple, c'est une religion complètement homo-viriliste. Ça a été créé par des homosexuels refoulés, des gens qui n'aimaient tellement pas le sexe avec les femmes qu'ils ont cherché à en dégoûter les autres, qui, quand tu dis que tu as une vie sexuelle normale,
comme eux, ils ont des fantasmes complètement tarés dans la tête. Comme ils se disent, c'est pas possible d'avoir une sexualité épanouie et pas malsaine. Bah, c'est pas possible. Je sais bien ce que j'ai dans la tête quand même, tu vois. Donc c'est que des tarés, c'est que des homosexuels refoulés. Par exemple, dans l'État islamique, là, t'avais plein d'articles. Les homosexuels, ils les traquent et ils les violent. C'est chelou quand même, tu vois. T'es homo ? Bah tiens, on va t'enculer. Voilà. C'est mal d'être homo, pour te punir, on va t'enculer. Et puis après, il le jetait des immeubles. Bon, c'est des trucs, on peut pas s'imaginer le refoulement de l'homosexualité, l'impact que ça a sur la société. Ouais. Ça explique des tas de comportements toxiques, que ce soit des hommes envers les femmes, mais aussi des comportements de prédation, des gens qui ont des comportements de prédation complètement tarés et tout ça. En fait, il faudrait juste qu'ils acceptent leur homosexualité, tout se passerait bien. Tu vois. Et dans le milieu masculiniste, c'est 80-90% de ça. Parce que les gens normaux, c'était des gens un petit peu comme moi, qui étaient fleurs bleues, ça leur fait un peu mal au début. Et puis après, au contraire, ça leur fait du bien. Parce qu'ils se disent, en fait, je comprends mieux. Tu comprends la mécanique, tu souffres moins. Voilà. En fait, bon, je me suis fait niquer, mais je comprenais pas les règles du jeu. J'en veux moins à mon ex, parce que je comprends mieux ce qui n'a pas marché. En fait, normalement, ça te réconcilie avec les femmes, et puis ça te donne ça te donne des armes pour aller mieux. Donc, passer... T'as des gens qui n'en sortent pas, qui sont toujours dans la haine perpétuelle et qui trouveront jamais un argument pour aller mieux ou pour sortir de discours complètement fous. Je n'aurais jamais cru que ce phénomène durerait tant d'années, parce que à un moment donné, tu te perds dans la boucle de l'analyse. Ça veut dire, en gros, ça ne s'arrête jamais. Tu sors de la timidité, tu es un peu plus entreprenant, et en même temps, tu es rassurant, parce qu'on va dire, soit tu as un job, soit en gros, tu assures d'une manière ou d'une autre avec une nana. En fait, tu vas trouver une nana. Ça s'arrête là, en fait, en gros. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 séminaires, tu vois. Oui, et puis tu sais, il y a ce côté où allez, aujourd'hui, c'est impossible d'être avec une femme, ça devient trop dur, ça devient trop... je dis pas que c'est facile. Non, mais d'accord, mais la théorie des notes, c'est genre, en gros, si t'as pas ça, t'as pas accès à une 8, et machin, oh là là, c'est de la... D'accord. Et puis, hormis une espèce d'apex civilisationnel qu'ont été les années 60, 70, 80, où c'est vrai que l'hypergamie avait complètement disparu, la bourgeoise se mettait avec un ébois, enfin c'était complètement n'importe quoi, donc ça baisait gratuit, quoi. Mais hormis cette époque, je veux dire, il a jamais été aussi facile d'accéder au sexe déjà, puis d'accéder à la reproduction. Ça veut pas dire que c'est facile. Non, mais bien sûr, mais c'est que... Ça veut dire que ça n'a jamais été aussi facile. La plupart des gens qui nous écoutent sont certainement issus de la classe moyenne ou du prolétariat, je dirais 90%. Vos ancêtres, au 19e siècle, ne baisaient pas plus que vous. Non, mais ils ne baisaient pas plus, ils ne baisaient pas. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, les domestiques ne baisaient pas. Les femmes domestiques un peu belles, elles se faisaient niquer on disait trousser la bonne, quoi. C'était abominable. Et son bâtard, il était élevé avec la famille des Bourges, et les domestiques n'avaient pas accès au mariage, ils n'avaient pas accès au sexe, ils n'avaient accès à rien. Et les gens qui disent que les femmes aujourd'hui sont très hypergames, c'est vrai. Parce qu'il y a cet effet... tu sais, de bovarisme, quoi. Hein. Les femmes voient toujours mieux, plus beau. Voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Bon, c'est vrai, ça existe un petit peu. Mais ce qu'il y a de plus hypergame qu'une femme, c'est son père. Ouais. Et puis une époque, il fallait aller voir le père, hein, fallait lui demander au père, quoi, tu vois. Donc c'était pire qu'aujourd'hui, quoi. Et souvent, les gens qui se plaignent, pareil, je vais pas citer de noms. Il y a des masculinistes les plus tarés, les plus connus d'Internet. En général, ils ont quand même une gonzesse. Elle est pas terrible, elle est un peu moche ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même une gonzesse, quoi, tu vois. Ils ont eu accès à la reproduction et tout ça, parce qu'au XVe siècle, on leur aurait mis des clochettes, et puis... Tu vois, ça aurait été impossible. Ouais, bien sûr. Ouais, je pensais à ce paradoxe, en fait, qui est que les mecs les plus tradis dans le discours ou les plus réacs, en réalité, leur rêve, c'est une période qui était celle du plus grand libéralisme. En fait, ils se rêvent comme un mec des années 60 qui baisait à tout va, alors qu'en même temps, ils critiquent les années 60 comme le début de la décadence. Quoi. Ah ouais, on est décadent. Mais mec, en fait, vous rêviez d'être à Woodstock, arrêtez les conneries, quoi. Bah oui, et puis en plus, bon, le fait que nos pères, ils baisaient, ils avaient une belle vie, c'est pas ça qui a foutu en l'air l'Occident. Hein. On s'est fait trahir par la bourgeoisie de gauche, la bourgeoisie de droite, mais c'est pas parce que on a eu la pilule et qu'on niquait et qu'on a eu nos propres bagnoles et qu'on partait en vacances qu'on s'est fait niquer, quoi. Enfin, faut arrêter de penser comme ça, quoi. C'est un des trucs les plus toxiques qui soit. C'est ultra toxique. C'est notre faute, quoi. On est des faibles. Voilà, l'accès au confort
a un rapport avec l'immigration qui a lui-même un rapport avec la décadence du pays, quoi. En gros, rien à voir. Il faut qu'on revienne à Néandertal pour avoir la France, quoi. C'est quoi ce délire? Faut qu'on casse des noix de coco avec notre bite pour redevenir des hommes, quoi. Tout ça sont des discours complètement délirants. Ouais. Complètement délirants. Et oui, ils savent pas ce qu'ils veulent. Parce que d'un côté, je sais pas, ils veulent le monde tradit, mais le monde tradit était abominablement hypergamique. Enfin, c'était un monde de caste absolument impitoyable. Bah oui, bien sûr. C'était très dur d'accéder à la baisse. Enfin, c'était horrible, quoi. Le couple indissoluble qu'ils rêvent. Pourquoi les gens étaient dans des couples indissolubles? C'est parce que s'ils se séparaient, ils mouraient, quoi, parce qu'ils survivaient pas à l'hiver, quoi. Donc c'était pas. Bien sûr. C'était pas qu'ils s'aimaient, quoi. Il y avait très peu de couples qui s'aimaient, quoi. Enfin, oui, c'est très bien, par exemple, qu'aujourd'hui on puisse se séparer, quoi. Ouais, merci, quoi. Mais il y a tellement de choses à dire. Par exemple, les mecs vont faire une analyse, on va dire, de type micto, c'est-à-dire telle meuf ne peut pas aller avec tel mec pour des raisons purement concrètes. Donc ça montre qu'en fait, en gros, c'est des nanas qui n'ont pas de cœur, que tout ça obéit à une mathématique. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le monde tradit? Mais c'était ça. Mais c'était ça en pire. C'était ça x10. C'était ça x10. Si t'as du bagou, tu peux quand même baiser une nana un peu bourgeoise et peut-être même qu'elle peut tomber amoureuse de toi. C'est rare, mais ça arrive. Et tu peux même peut-être lui faire un gosse, tu vois. Ouais. Après, ça veut pas dire que tu resteras toute ta vie avec, dans une sorte de fantasme romantique du couple indissolu, mais ouais, si t'es malin, ouais, tu peux t'en sortir. Oui, les gens vraiment ont un fantasme sur ce qu'était la vie d'avant. Ah bah là, complètement. Enfin, je veux dire, non, moi je les connais, les histoires de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Enfin, c'était abominable, quoi. Ouais, c'était terrifiant, quoi. Enfin, ça faisait peur. Donc, il y a ce défaut aussi, tu sais, peut-être que le cinéma est coupable, entre guillemets, de ça. C'est que quand les gens s'imaginent dans le passé, ils s'imaginent à une position sociale qui n'est pas celle de leur famille. Tu vois, donc ils s'imaginent tous en mode Baudelaire au 19e siècle. Baudelaire était riche, donc il pouvait fréquenter des bordels, donc il était oisif et il aimait ça, il pouvait se le permettre. Enfin bon, voilà, nos ancêtres. Après, voilà. c'est pareil, on fantasme aussi le bordel de l'époque. Enfin, c'était des pauvres filles. Oui. Qu'à 23 ans, elles avaient le scorbut, la syphilis, elles crevaient. Enfin, c'était horrible, quoi. Enfin, et Baudelaire était un dépressif. L'accès au sexe, c'était complètement horrible, quoi. Oui. Aussi, le fantasme du couple indissoluble, machin, c'est un truc de bourgeois. C'est un truc de bourgeois, il n'y a que les bourgeois. Et en fait, ça n'existait pas, ils n'étaient pas amoureux, ils avaient tous des maîtresses, etc. Enfin, sinon, le couple à la campagne, t'inquiète pas qu'ils n'avaient pas le temps, ils allaient aux patates et ils allaient cueillir les patates enfin bon, ils n'avaient pas le temps de... Une fois qu'ils avaient fait les gosses, il n'y avait plus de sexe, c'était terminé, quoi. Ah ouais, enfin, c'était pas très glamour, quoi. Donc le couple sur lequel ils fantasment, je pense que ça n'a existé qu'au 18e et au 19e siècle, quoi. C'était vraiment très, très limité, quoi. Finalement, si j'essaie de résumer, c'est qu'au départ, tu as voulu parler des rapports hommes-femmes parce que c'est un sujet qui t'intéressait. Bien sûr, c'est les femmes qui me passionnent. Puis ça intéresse tout le monde. T'es tombé sur un gang de mecs qui, au fond, ne veulent pas sortir de leur célibat, qui le chérissent. Voilà, et en fait, j'avais aucun problème avec eux. C'est-à-dire que tout le monde me léchait le cul de manière incroyable. Et un jour, je me suis mis en couple et puis j'ai eu un enfant avec quelqu'un, quoi. Et là, je dis toujours, j'ai fait mon coming out hétéro. J'ai fait mon coming out hétéro, tu vois. Et là, c'est pas passé, quoi. Ils m'ont tous dit, mais t'es qu'une grosse merde et tout. Tu as des rapports sexuels avec des femmes. Ah, je suis désolé, les gars. Pardon, je savais pas que c'était interdit, tu vois. Enfin, ça a été. Non, mais c'était incroyable. C'est marrant, ça. Et mais de toute façon, on en a connu des. Tu sais, les chefs de faim. Bien sûr. On sait tous que c'était fou, quoi. Il y a plein de choses qui se sont passées complètement folles sur lesquelles t'as été. Enfin, il y a eu une époque qui était folle, quoi. Où t'as été un peu éclaboussé. Il y a eu des trucs un peu bizarres, quoi. Je sais pas, il y avait eu des chartes sexuelles chez les bras et tout ça s'était inspiré de ça. Oui, c'est vrai. Tout ça. Non, mais dans le sud, on avait une section comme ça. Complètement dingue. Complètement il y a eu un pic, mais c'est redescendu un peu. Bah, j'espère. Mais effectivement, il y avait en fait, à un moment donné, comment dirais-je, on croit qu'on est sur la même longueur d'onde que les gens et puis pas du tout, on peut se fourvoyer, quoi. En fait, on se rend compte que les gens font peur, quoi. Les gens sont totalement effrayants, quoi. Et puis, mais c'est pour ça aussi, tu vois, tu parlais d'éclectisme. C'est pas pour rien que ce que je fais, c'est éclectique. C'est parce que l'idée, c'est que je veux pas d'obsessionnel, quel que soit le sujet. Même des sujets qui vont me tenir énormément à cœur, tu vois. Même les sujets sur lesquels toi, tu milites, etc. Mais ça me tient incroyablement à cœur, quoi. Tu vois, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Ouais. Mais si je me mets à parler de ça tous les jours, je fais... Moi, je sais pas comment tu fais. Enfin, j'imagine que ça doit y avoir une gestion. C'est devenu mon boulot. Puis, je suis sans doute plus passionné de politique que toi. Peut-être, tu vois, à la limite, on est des gens différents, tu vois. Mais oui, cet aspect électron libre est agréable. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur ta chaîne pour voir un peu les nouvelles vidéos, on sait jamais trop sur quoi on va tomber. C'est un truc qui est rafraîchissant, quoi. Voilà. Puis je crois aussi que c'est
J'ai une personnalité qui fait que je remets toujours tout en question, de manière intelligente. Je dis pas que la vérité est relative, il n'y a pas de vérité, on peut dire le tout et le contraire de tout. Mais j'essaie toujours de remettre en question ce que je pense. Moi, tu vois, j'ai pas peur de croire en quelque chose pendant 10 ans et du jour au lendemain de dire en fait c'était de la merde. Ah, je suis absolument d'accord. Quand on s'est trompé, il faut le révéler, il faut le dire. Et bah ça c'est très rare. Et c'est pas grave. Et ça j'ai pas ce problème. Et justement, du coup il y a des gens qui me disent non, tu n'as pas de cohérence, tu n'as pas de. Peut-être, mais peut-être que ma cohérence moi mon but dans la vie c'est pas d'avoir raison. Je m'en fous d'avoir raison. Mon but c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe et puis ouais, on peut avoir une pensée figée d'être un aussi, peu dans le vrai. Bah ouais, mais écoute, écoute, si t'as tout compris dès le départ, je veux dire, bah, tu t'arrêtes tout. Heureusement que j'ai changé d'avis sur des tonnes de trucs. Du coup, ces vidéos, on va dire, d'analyse des femmes, de rapports hommes-femmes, tu les as mises en privé, parce que je sais pas, j'ai pas tout retrouvé. Il y en a une qui s'est fait, la fameuse, la première, elle s'est fait dégager de YouTube. Je sais qu'elle circule encore et que les gens se l'échangent et tout. Mais moi, j'en ai plus de copies parce que j'ai plus l'ordinateur de cette époque, etc. J'avais pas fait de copies. Donc, je sais que ça s'échange. Peut-être même, il y en a qui me l'ont envoyé dans ma boîte mail, mais je ne la remettrai jamais en ligne, ça c'est sûr. D'accord. Parce que c'est comme ça. Peut-être peut-être dans un recueil de textes, un jour je mettrai le texte, ou tu vois, un truc comme ça, mais sinon. Et puis sinon, j'avais fait des putains d'analyses de ouf. En 7 parties, j'avais fait un truc de psychopathe. Ah, je me souviens de ça. Mais déjà, je m'en suis fait sauter 2 le même jour. Ah oui, pourquoi ? Pour anti-féminisme ? Je sais pas, mais genre 3-4 mois après. Tu sais, c'est les procès de Moscou, un peu YouTube. C'est vrai, c'est vrai. À un moment, tu peux pas trop discuter, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, je conteste pas ça, tu vois, c'est comme ça. Après, comme toi, tu te fais aussi beaucoup virer. Ouais. Sur YouTube, on n'est pas que des clients, quoi. On est un peu... tu sais, c'est un peu comme YouTube, c'est un peu une rue commerçante. Et nous, on aurait notre petit commerce dans c'est ça, on fait vivre la rue. Ouais. Et tu vois, quand tu loues ta boutique à un commerçant, tu peux pas le virer comme ça du jour au lendemain et lui dire va te faire enculer. Tu vois, il devrait y avoir des règles quand même un peu plus... Ouais, c'est pour ça qu'on a aussi d'autres espaces, effectivement. Ouais, oui, mais c'est vrai que les autres espaces existent. Et toi, t'arrives à exister dessus, même si je crois que t'es encore sur YouTube. Ouais. Bah, mais c'est très dur d'exister sur les autres espaces. Faut le dire. Ouais, d'où l'idée de faire cet espace privé, notamment. Ouais. Tu fais ça depuis quoi ? Depuis 1 an ou 2, en fait Non, depuis que j'ai fait ça presque... Depuis le début, dès que j'ai eu ma fille, en fait. D'accord. J'ai dit j'ai besoin de pognon, donc j'ai fait ça. Ouais, c'est bien. C'est bien de le dire comme ça, en plus. Bah oui, parce c'est que tu sais, les enfants, ça te remet dans le... Ah non, c'était pareil, quoi. J'avais rien à foutre du pognon jusqu'à avoir des gosses. Moi, je suis quand même, c'est important, non ? Ça te remet les pieds sur terre, tu sais, ça te remet à l'horizontale. Je dis toujours, t'arrêtes d'être trop un rêveur, quoi. Tu fais, bon, j'ai pas d'ambition dans mon travail, j'ai peu de chances de gagner super bien ma vie un jour. Bon, bah, il faut que j'arrive à faire de l'argent avec ce que je fais. Tu peux accepter pour toi une vie frugale, mais quand t'as un gosse, en tout cas au début de la vie, un gosse, c'est pas un campeur, tu vois. Exactement, c'est ça. T'as toujours besoin d'avoir une bagnole, t'as toujours besoin... Enfin, bon, c'est plus du tout pareil. Ouais, oui, tu peux plus vivre comme un poète maudit, hein. Quand t'as un enfant, c'est fini. Hein. Ça, ouais. Alors, je sais pas s'ils avaient des enfants, les poètes maudits, ils les reconnaissaient pas, ils s'occupaient pas d'eux. Quand ils en avaient, ils s'en occupaient mal. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'ai essayé de regarder les vidéos qui allaient me marcher, notamment celle où tu parles j'ai n'importe quoi, Stéphane Bourgoin. Ouais, Stéphane Bourgoin, qui est, pour moi, tu vois, moi, je suis pas dans le jugement, quoi. L'histoire de Stéphane Bourgoin, c'est absolument incroyable, quoi. Alors, Stéphane Bourgoin, si vous ne connaissez pas, je pense que vous le connaissez pas de nom, mais si je vous montre son visage, et je vais le faire tout de suite, vous allez voir en fait que ça vous dit quelque chose. Il s'est autoproclamé plus grand spécialiste des serial killers en France, enfin dans le monde francophone. Depuis 40 ans. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on le voit. Chaque fois qu'on vous parle de serial killer, c'est lui qui va apparaître à la télévision pour en parler. Les livres, des succès de librairie. Des succès incroyables. Monumentaux. Moi, je lisais ça quand j'étais gosse. Hein, ouais, moi aussi, je me souviens très bien. C'était comme des Stephen King, quoi. Enfin, il en vendait. Il était en tête de gondole à Leclerc. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Oui, tu regardais un film genre Seven, et puis tu avais Stéphane Bourgoin qui le présentait avant. Totalement. Il était un peu comme ça dans nos familles. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est un homme mythomane qui a menti sur beaucoup de points. Pas tout, mais sur beaucoup. Et toi, c'est tout. Presque tout, ouais. C'est tout, il a menti sur tout. Le truc le plus important, c'est qu'il a menti sur l'origine, en fait, de sa passion. Déjà, il avait dit qu'il avait commencé à s'intéresser aux serial killers. Oui. Parce qu'il était en couple avec une femme qui a été victime d'un serial killer et c'est lui qui aurait retrouvé le corps. Mais tu sais, déjà, la première fois... De toute façon, rétrospectivement, on se dit toujours qu'on le savait. Bon, peut-être que je me fais plus beau, mais je me souviens que quand il avait raconté l'histoire, il y avait très peu de détails dans son histoire. Ouais.
Et souvent, quand il y a soit trop de détails, soit pas de détails, c'est trop bizarre. Et je m'étais dit, elle est quand même un peu chelou son histoire. Il a prétendu qu'il avait contribué à créer le mot serial killer parce qu'il travaillait avec le FBI. Enfin, non, mais plus c'est gros, plus ça passe. C'est énorme, hein, c'est vrai. C'est monstrueux. Et le gars, il a fait sa vie comme ça, pépère et tout. Et ça, c'est... tu vois, souvent, quand je parle des gens et tout, mais je suis pas je suis pas trop dans le jugement ou quoi que ce soit. Tu vois, je trouve ça fascinant. C'est un film, Stéphane Bourgoin. C'est vrai. Hein, c'est fou comment il a dupé tout le monde. Il s'est fait... Parce que le pognon qu'il s'est fait, il le garde. Il est millionnaire à crever, il s'est éclaté dans sa vie. C'est parfait, quoi. C'est vrai, il y a quelque chose... Il y a quelque chose à retenir de ça, c'est-à-dire que quand tu arrives à t'inventer un rôle et à être crédible dedans, même avec une certaine... Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est cette espèce de calme apparent qu'il avait, qui donnait l'impression d'un vieux sage. Et finalement, on se rend compte que... un truc qui m'a énormément choqué, apparemment, dans son œuvre la plus grosse, tu sais, c'est un livre orange. Dahlia Noir. Wow. Il avait écrit sur le Dahlia Noir. Alors oui, mais il a écrit un bouquin en gros sur les serial killers. D'accord, il avait fait une compilation. Une espèce d'A à Z serial killer. Un bouquin très, très gros que j'avais acheté d'ailleurs. Et en fait... mais ça vaut le coup parce qu'il s'y connaît vachement, il connaît vachement bien son sujet. Mais il a glissé, peut-être par vice, 2 ou 3 histoires qui sont fausses. Et en fait, c'est des serial killers qui n'existent pas. Je trouve ça incroyable, quoi. Non, mais il y aurait sûrement... parce qu'il parle pas depuis que l'histoire est arrivée. Oui. Alors que moi, j'ai toujours dit, c'est maintenant qu'il doit parler. Il doit tout dire. C'est maintenant qu'il doit écrire un bouquin et que ça devient intéressant, en fait. Ça devient plus intéressant que jamais. Mais il avait ce côté, quand même, parce que moi, j'ai fait des études de criminaux, etc. Donc, j'ai fait des vrais cours avec des vrais criminaux qui bossent vraiment sur des enquêtes et tout. Qui sont vraiment experts auprès des cours d'appel, auprès des cours d'assises, etc. Enfin, tout ce que tu veux. Ils avaient jamais entendu... Tous disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Stéphane Bourgoin, tu vois. Donc ça... D'accord. Bon, ils disaient pas que c'était un mythomane, parce que c'était invérifiable à l'époque. Ils n'allaient pas appeler les... Parce que Stéphane Bourgoin, lui, tu sais, il arrivait à BFM, il disait « Désolé, je reviens d'Afrique du Sud parce que je bosse sur l'enquête... La police de là-bas a absolument besoin de moi pour le plus gros serial killer de tous les temps. » Et tout, il te fait croire ça, quoi. Sans trembler, quoi. Sans cligner des yeux. Finalement, il est enquêteur, quasiment. Non, mais c'est incroyable. Et genre, comment on appelle ça c'est pas un conseiller, c'est un consultant de luxe serial killer, quoi. Tout le FBI l'appelait. Ouais. Extraordinaire, cette histoire. Et finalement, Internet a été son tombeau parce que, évidemment, avec Internet, les gens ont cherché, par exemple, le nom de sa compagne qui, soi-disant, avait été tuée par un serial killer. Ils n'ont jamais trouvé ça, etc. Quand tu vois c'est une gonzesse, je crois, qui a fait les... Quand tu vois le boulot qu'elle a fait, quoi. Elle a envoyé des mails à tout le monde, elle a recoupé toutes les infos et puis elle a fini par le confondre, quoi. Mais elle y a passé 6 mois non-stop, quoi, tu vois. Il fallait le faire, quand même. Pour le démasquer, il fallait le faire. Je me souviens maintenant, il prétendait avoir les effets personnels d'un serial killer connu. Et elle a contacté la famille et elle a dit « Mais c'est qui Stéphane Bourgoin ?» La famille a dit « C'est qui Stéphane Bourgoin ?» Mais tu sais, il a ce côté... Quand tu vois les vrais criminologues qui bossent sur les dossiers et puis qui vont conseiller les enquêteurs, parce qu'ils vont essayer d'apporter... Ils vont essayer d'avoir un petit peu une vue d'ensemble et puis d'apporter un truc aux enquêteurs, mais en fait, c'est un peu bullshit, parce que les enquêteurs le font déjà, le boulot, tu sais, ils sont pas cons. En fait, la criminologie, ça prend pas trop en France, parce que D'accord. On a une police criminelle extrêmement... puis je suppose qu'avec les recherches ADN, c'est de moins en moins utile. Oui, et puis même, en France, la police... je veux dire, tu tues quelqu'un en France, c'est chaud pour toi. On a vraiment une police criminelle tu te fais retrouver, quoi. De folie furieuse. Donc ça intéresse pas trop, mais ils sont pas fascinés par les criminels, quoi. Pas du tout, quoi. Ça existe pas, ça c'est que dans les séries télé. Oui, c'est vrai. Les vrais criminologues, je vais te dire, ils sont loin d'être fascinés par les criminels, quoi. C'est dégueulasse au bout d'un moment, quoi. C'est un job. Alors que... tu vois, c'était à Bourgoin, quand il en parle, il a la langue qui frétille. Il parle des... Enfin, c'est un fétichiste, en fait. Ouais, c'est un père castor des serial killers, en fait. C'est comme un fétichiste des pieds, sauf que son truc, c'est les serial killers, quoi. C'est pas drôle, il avait ce côté-là. Pas drôle, quoi. C'est vrai. Mais ça, c'est des... ça, c'était mon... Tu vois, ça, c'est le genre de truc que j'ai enregistré en 20 minutes chez moi. Ça a été mon plus gros succès YouTube. J'ai fait 130 000 vues sans rien branler, quoi. J'ai fait putain, mais si je rebondissais plus sur l'actualité et tout, je me ferais peut-être du pognon. Mais j'y arrive pas. Parce que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. T'as su un peu la criminologie. La mythomanie surtout. C'est un sujet qui m'intéresse. Moi, j'adore la psyché humaine et les dysfonctionnements de la psyché humaine, quoi. C'est incroyable. Les gens arrivent à s'inventer une vie comme ça, c'est incroyable. Ah, mais il est fascinant. Comme le mec, tu sais, qui avait fait croire à sa famille qu'il était médecin pendant 30 ans. Fascinant. Incroyable. Fascinant.
et qui tue tout le monde et qui à la fin il se rate quoi, lui. Voilà, Alors, la fin est moins drôle, mais effectivement. Non mais tu sais genre le mec c'est terrible. te lâche jusqu'au bout. Mais il y a des histoires criminelles. Mais par contre, il y a peu d'histoires criminelles qui soient absolument fascinantes en fait. Tu te rends compte que je sais pas si on l'a fait l'émission, si on fera. Je fais beaucoup d'émissions en privé avec une psychologue absolument incroyable qui s'appelle Audrey. Ok. Qui est une femme merveilleuse, tout au-dessus des étoiles. Et on parle souvent de la banalité. Les gens pensent que les serial killers sont des gens qui ont 180 de QI, qui ont un monde intérieur d'une richesse incroyable. Comment il s'appelle le gars qui a tué la petite fille dont on parle beaucoup Nordal Lelandais. Le Landais. Ouais. Par exemple, là, il y a eu le procès Le Landais. Puis alors, le Landais, là, il est complètement con, le Landais, en fait. C'est juste quelqu'un qui n'a pas résisté à sa pulsion, qui a des pulsions, puis qui n'a pas la capacité qui a pas la capacité de se contenir. Mais est-ce qu'il a intellectualisé son geste? Est-ce qu'il en a tiré des conclusions? Est-ce que derrière, il y a tout un monde de fantasmes qui s'est créé? Non, il n'y a rien. C'est terrible à dire pour cette pauvre petite paix à son âme. Mais c'est ça qui est le plus dur, dans le process, en plus, il n'y a rien de compliqué. Il dit à une nana, à une petite fille, il est sûr, il était à un mariage, il était invité, et il dit à une petite fille qui était là au mariage avec ses parents, viens, j'ai un truc dans ma voiture. Il l'amène, il la tue, et juste après, il arrive à bien jouer le jeu pour pas qu'on les soupçons passent sur lui. Comme ce gros con de Jonathan Daval. Là. Mais en fait, c'est parce que l'esprit humain n'est pas capable d'imaginer que des gens vont passer à l'action et faire ça. Ouais, c'est ça. Alors que les gens le font, ils le font, voilà, il y en a qui le font. Ils ont rien d'extraordinaire en fait. Et on veut qu'il y ait un secret. On voudrait qu'il y ait quelque chose. On voudrait qu'il leur soit arrivé un traumatisme incroyable. On voudrait. Tu sais, il y a cette volonté. On voudrait que le serial killer, ce soit de la faute de la société. Mais non. C'est juste des trous du cul, en fait. Tu sais, il y a le succès du Joker. Moi, j'adore le Joker, mais c'est parce que c'est un personnage complètement psychopathique et hystérique. Ouais. Je m'en fous de savoir pourquoi le Joker est le Joker. Moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive dans le film et qu'il soit complètement cinglé et qu'il bute tout le monde et qu'il fasse des trucs de ouf. Ouais. Et ça me gonfle qu'on fasse un film où on raconte qu'en fait il est gentil et qu'il a eu un trauma et qu'il truc, mais en fait c'est parce que c'est la société qui l'a rendu mauvais. Mais je m'en bats les couilles, quoi. Je m'en bats les couilles. Laissez-moi tranquille. Alors le film, il est pas mauvais, En fait, ça casse le truc. Je comprends, ouais, c'est le principe même du film. Après, l'acteur joue bien, les plans sont bien et tout, mais c'est vrai qu'on se dit, en fait, finalement, le Joker, c'est un peu l'incarnation du mal fou, alors qu'en fait, après ce film, on se rend compte que, en gros, c'est la société qui l'a rendu méchant, quoi. Ah, en fait, quelque part, il a des excuses. Non, moi, si je t'avais fait un film sur l'enfance du Joker, à 5 ans, il trancherait déjà les gorges de ses camarades. Avec des parents super sympas. Avec des parents trop gentils et tout, mais genre, c'était. Tu vois, genre, j'en aurais fait le mal, quoi, tu vois. Et on voudrait qu'il y ait un secret. Alors souvent, les serial killers, on voudrait leur chercher des choses, mais c'est encore plus dur de se dire que, parce que c'est abominable d'imaginer bien sûr, ce qui s'est passé pour cette petite fille, la peur qu'elle a dû avoir, enfin, et tout ça pour une grosse merde en fait, pour un tout connard. Ça pour rien, effectivement, c'est la juste société pour un connard qui sait pas se contenir. C'est tout. C'est la sociopathie, quoi. La plupart des gens ne sont pas comme ça. Il suffit d'un. Et ça crée des drames. Il suffit d'un qui sait pas se contenir. Donc nous, on n'arrive pas à comprendre que quelqu'un ne puisse pas se contenir, mais en fait, c'est pas parce qu'il a un QI supérieur, c'est pas parce qu'il a eu un trauma supérieur, c'est juste que parce qu'un jour il a une pulsion et puis il l'a fait. Il l'a pas réfléchi, il l'a pas théorisé, il a pas réfléchi à ce qu'il a fait. Une fois qu'on lui dit d'en parler, parce que les gens, il y a le procès. Le procès, c'est une espèce de grand théâtre où on s'imagine que des vérités vont être dites, tu vois. Tout est en place, quoi. Comme s'il y avait une explication, genre expliquez pourquoi vous avez tué une fille, quoi. Et donc tout est tourné comme ça autour du criminel, et puis donc on attend qu'il ouvre la bouche, quoi, putain. Puis quand il ouvre la bouche, c'est terriblement décevant, quoi, parce qu'en fait il est trop con, tu vois. Ça c'est 95% du temps. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ça. À une époque, je me disais, j'écrivais un truc qui avait un rapport, on va dire, avec la criminalité, et je me disais, mais en tête, parce que aux États-Unis, les procès sont filmés, de regarder en fait les procès des serial killers ou des tueurs gratuits, on va dire. Hyper intéressant. Alors c'est intéressant parce que tu lis un peu leur psychologie à travers leur visage et tout, mais souvent les explications sont décevantes. En fait, il y en a pas. C'est genre, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, certains s'excusent. Je suis désolé, monsieur le juge, je ne commencerai pas. Là, tu fais OK, d'accord. Alors que quand tu lis les faits, tu te dis, non, c'est incroyable. Les faits sont abominables, et en fait, non, il y a rien. Dans la façon qu'il a d'en parler, c'est très technique. J'ai fait ça. Puis même, il est même pas capable de répondre à des questions. On devrait leur faire tous des tests de QI, pour savoir un peu. Oui, des trucs bizarres. Ils se rappellent pas des victimes, par exemple. Ça paraît complètement fou.
Ils sont incapables de dire quelque chose d'intéressant. Quand on leur demande pourquoi leurs victimes se ressemblent, par exemple, parce que je m'asse ou quoi, elles sont bonnes comme ça, j'aime bien. C'est soit ils te, y a pas toi tu te d'auto-analyse. dis, il y a eu un fantasme qui s'est produit, un trauma qui a cristallisé une certaine image de la femme et tout. Non, que dalle. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi les tueurs en série fascinent autant les gens, notamment d'ailleurs les femmes. Alors pas que les femmes, mais on va dire il y a beaucoup de femmes. L'hybristophilie. C'est le nom de la. C'est une paraphilie, quoi. C'est des femmes qui sont fascinées par les criminels, les gens tueurs, dangereux. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est. Enfin, en tout cas, ça me fascine pas, mais ça me terrifie. Je suis terrifié par les tueurs en série parce que ça met en face de nous la contingence de l'existence, le hasard malheureux, tomber au mauvais endroit au mauvais moment. Je trouve ça terrifiant en fait comme idée. Il y a des oufs, ouais, c'est sûr, ouais. Il y a des gens dingues. En plus, tu peux te dire, tu sais, il y a plein de gens qui, je sais pas, ils se préparent à la violence, ils font des sports de combat et tout, mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. T'es pas prêt, on n'est pas prêt, en fait, on vit pas sur des zones de guerre, on s'attend pas à ce qu'il nous arrive des trucs de ouf, quoi. Non, c'est vrai. Tu vois, là, moi, c'était un tout petit peu après le Bataclan, et j'escaladais une côte à vélo, je crois que c'était au bord d'Italie, un truc comme ça. Il y a une voiture qui s'arrête devant moi, et je sais pas, c'était un groupe d'opération, une putain de brigade de keufs ou je sais pas quoi, mais bon, c'était pas habillé comme des keufs ou quoi, puis la voiture était banalisée, et ils sortent avec des grosses armes de guerre et tout. J'ai pas eu le super réflexe de me mettre à l'abri et tout, j'étais comme ça, et puis s'ils avaient tiré, je me serais fait. Et c'était qui ces gens du coup, c'était pour intervenir hein. En gros, je pense que c'était parce que c'était un immeuble. Après, j'ai su que c'était un immeuble de brigade d'intervention ou je sais pas quoi. Donc, c'était des gars de la brigade d'intervention qui étaient en civil et tout ça. Mais en fait, t'as beau courir, t'as beau être sportif, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'es pas prêt en fait. Et quand tu tombes sur un serial killer, t'es pas prêt. Lui, il est prêt. Lui, il est. Son cœur, il bat. Il est prêt qu'à ça. Il est prêt qu'à ça. Niveau de haine et de survie, d'instinct de survie surtout pour. C'est compliqué. Ouais, terrible. Compliqué. Donc en gros, si quelqu'un veut faire du mal, il fait du mal, quoi. Il y arrive, quoi. Conclusion pas très rassurante. Mais bon, non. Restez connectés. Non, mais c'est pour ça aussi, c'est d'autant plus, ça en fait pas des êtres extraordinaires, quoi. Genre, ils réussissent des trucs fous et tout. Bah non, ils réussissent pas des trucs fous, ils sidèrent les gens. Les gens, ils sont dans la sidération. Donc, de toute façon, ils peuvent pas se défendre ni rien. Donc, c'est même pas des grands stratèges ou que sais-je, quoi. Ouais. Mais on a besoin de sens. On veut du sens. On veut comprendre et même. Mais tout n'a pas de sens. L'idée de dire finalement que ce sont des démons, des êtres sataniques. Ben, oui, c'est censé rassurer ceux qui y croient, parce qu'ils disent en gros le mal existe sous une forme religieuse et donc s'incarne à travers des gens comme ça. C'est même pas des démons. Même pas des démons. Des gens pauvres trous du cul, quoi. Et du coup, pourquoi les gens sont fascinés par les serial killers? Mais c'est parce qu'on en parle aussi, parce que les médias en parlent. Déjà parce que les émissions sont très bien faites, etc. Mais c'est aussi des émissions où on parle des gens normaux. En fait, tu vois des gens normaux parler, des gens normaux à qui il est arrivé. Parce que la télé, c'est quand même des gens, je les croise pas dans la vie. Hein. Effectivement. Moi, je regarde TPMP, des trous du cul qu'il y a, j'en vois jamais, quoi. Je me tiens le plus loin possible, quoi. Tu regardes Faites entrer l'accusé, ou je sais pas qui fait ça à Morny. Bah, tu vois Josiane, qui a vu machin, tu vois, c'est la vraie vie, quoi. C'est les vrais gens, quoi. C'est les seules émissions où on voit les vrais gens, hein, franchement. Ouais, c'est un bon argument. Et où on se fout pas de leur gueule, quoi. Où ils racontent, on les écoute, ils ont des choses à dire. Et je dirais aussi, tiens, c'est marrant qu'on parle de ça, il y a un aspect décentralisé. C'est-à-dire que quand tu regardes des films français, 95% se passe à Paris. Alors que les faits divers et tout, ça va te montrer la Bretagne, ça va te montrer je sais pas quoi. Tu voyages. L'Est, beaucoup l'Est. Oui, voilà, les trucs où Fourniret a agi et tout. Et en fait, ça te fait découvrir la France sous un angle un peu parfois tristoun, mais qui te montre la vraie France, en fait. C'est les dernières émissions où on voit des vrais gens à qui il arrive des vraies choses, quoi. Parce que sinon, à la télé, le cinéma, tu vois, c'est soit des histoires condescendantes de ouf avec Mokhtar, le médecin Mokhtar qui va avec le plus grand cœur de l'hôpital, ou des trucs de bourgeois sur des dialogues sur la sécheresse vaginale de je sais pas qui, enfin on s'en branle, quoi. Les comédies sont atroces. La télé, on s'en branle. Le journal télé, c'est que des gens, on s'en branle. Donc à un moment, les vrais gens, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Ouais, effectivement. Je suis sûr que c'est ça qui plaît dans ces émissions. Un élément d'explication, effectivement, sont vraiment très très bien faites et tout. C'est sûr que ça, c'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est sûr que les gens qui font ça, c'est carré. Et moi, il y a des dossiers sur lesquels j'avais travaillé à l'époque et tout, donc je connaissais les dossiers et la manière dont ils résument les dossiers et tout ça, c'est fantastique, quoi. Ils sont trop forts, quoi. Non, c'est sûr, il y a une efficacité. Pourquoi ce cinéma ou ce documentaire-là fonctionne, c'est qu'ils sont bien faits, il n'y a pas de mystère. C'est rigoureux, très rigoureux.
Ouais. Ça aussi, ça plaît, la rigueur. Il n'y a pas beaucoup de rigueur, tu vois. Non, c'est vrai. Les trucs criminels, c'est rigoureux, c'est propre, c'est bien fait. C'est pas des trucs, des raisonnements à la Alambiqué, mort, ouais, effectivement. oui. C'est bien illustré, tout, il y a un rythme, etc. Quoi. Ouais. Alors, question, est-ce que tu as un plan de carrière quoi? Est-ce que tu te dis, je vais faire ça maintenant, putain, moi, 5 ans, 10 ans? aucun plan de carrière. Aucun plan de carrière. Ouais, c'est terrible. Au jour le jour. Ah ouais, non, ce que je veux, c'est gagner de l'argent en bossant le moins possible. Ça, c'est très important. Ah, donc, bien de le dire. je mets tout mon cerveau à faire ça. Donc, je sais pas, des investissements, des trucs, des machins, des trucs qui peuvent te rapporter un peu. Et puis après, une fois que je suis durablement libéré du travail, faire ce que j'aime, faire d'autres enfants, parce que j'adore les enfants, j'adore être père. Voilà, pour moi, c'est bonne chose. Je sais même pas ce que je faisais avant. En fait, je comprenais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique, c'est l'expérience la plus bouleversante de la vie. Puis voilà quoi. Ouais, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Vouloir avoir, enfin, il y a des choses intéressantes. Vouloir vivre de sa passion, transmettre, avoir d'autres enfants, effectivement. Voilà. Ouais. Et vivre au soleil aussi, c'est très important. Ah ouais. Tu veux te casser de Paris, enfin de la région, quoi. Même de France, mais moi, tu vois, je sais pas, les pays de l'Est, c'est froid quoi. Ouais, tu veux du chaud, toi. Ouais. Ok, ça reste intéressant, effectivement. C'est vrai que Paris, c'est gris. Hein. Chaque fois que je viens. Les hivers, honnêtement, je pense à nos ancêtres qui se sont installés dans ces régions avec des hivers interminables, humides et tout. Mais le courage qu'ils ont eu, quoi. Ouais, surtout que c'était pire avant. Hein. Il y a une espèce de demi-ère glaciaire au Moyen-Âge et tout. C'était terrible. Ils avaient vraiment la moelle de venir ici, quoi. Ouais. À un moment, ça devient. Et c'est de plus en plus dur avec l'âge, quoi. Ouais. Je sais pas comment c'est les hivers vers chez toi, mais. C'est un peu continental, la Roumanie. Il fait chaud l'été, mais il fait très froid l'hiver. On peut trouver là où je suis, dans l'est de la France, c'est continental, quoi. L'été, tu respires pas, et l'hiver, c'est glacial, quoi. Ouais. T'as besoin d'un peu plus de lumière, on va dire, quoi. Ouais, j'aime bien le soleil, la mer bleue. Ça, c'est un but de la vie. Un but, un rêve. Bien sûr. Et quels sont, en matière de création artistique, quels sont tes rêves, par exemple? Allez, je vais te poser cette question. Si tu avais un budget limité, qu'est-ce que tu ferais? J'essaierais d'écrire un bon roman. Sachant que c'est très dur d'écrire un bon roman. Voilà. On peut écrire des romans, mais écrire un bon roman, c'est très 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 dur. Il faut que ce soit à la fois sentimental, sociologique. Il faut qu'il y ait tout dans un roman, en fait, pour que ce soit bon. Et donc, je prendrais du temps pour faire ça. Je prendrais beaucoup de temps pour faire ça. Mais de toute façon, je le ferai un jour. Mais moi, je suis pas pour écrire trop jeune. Je suis pas pour produire trop jeune. Les œuvres de jeunesse, ça peut donner du rock, du rap, ça peut donner des œuvres de littérature un peu exaltées comme ça. Mais c'est pas ce qui me plaît trop. Ouais. T'aimes la maturation, la maturité? Absolument. Et j'aime pas les auteurs qui ont trop écrit non plus. Par exemple, j'adore Victor Hugo, je reconnais son talent. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Victor Hugo, quoi? C'est trop, quoi. À un moment, c'est trop, quoi. On me donne les poèmes de Victor Hugo, il y en a 30 tomes, il y en a 30 000 pages, je sais pas quoi en faire, quoi. J'aime bien les œuvres ramassées. Et les gens qui s'y sont mis tard. Proust ici est mis tard, Bukowski ici est mis tard. Ouais. Céline, d'une certaine manière, ici est mis tard. Et ça, c'est les œuvres que j'aime. Parce que Casanova ici est mis très tard. Il a commencé à écrire à 70 ans. Les Mémoires de Casanova, c'est le plus grand livre de littérature française. Il n'y a pas mieux. J'ai jamais lu celui-là. Non, mais c'est démentiel. C'est au 18e. Ouais. Et lui, il n'écrit pas en poulet au 18e parce qu'il va mourir et il veut jouir encore de toute la vie de jouissance qu'il a, il veut la jouir encore. Alors, il écrit vite, c'est des phrases, c'est fou. C'est tonique. Ah là 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 là, c'est incroyable. Un bon conseil, alors, effectivement. Incroyable. Et il a écrit que ses mémoires. Donc voilà. Donc, en général, j'aime bien les auteurs qui ont écrit tard et qui n'ont pas écrit grand-chose. Ouais, ils ont tout ramassé dans une œuvre assez courte et du coup, c'est intéressant. Et puis, ils l'ont réfléchi. On n'a pas 30 000 grandes idées dans sa vie. Parfois, ça participe au mythe aussi, comme Rimbaud a peu écrit, par exemple. Et Rimbaud, il n'a pas écrit beaucoup. Lui, par contre, c'est l'œuvre de jeunesse absolue. Oui, c'est vrai. C'est magnifique aussi. Oui, mais aussi, de s'arrêter, finalement, c'est aussi un peu une phase de... Il avait l'impression d'avoir clôturé quelque chose. C'est une rockstar. Une rockstar de la poésie, quoi. Simplement. Qui est mort... pour le coup, il n'est pas mort d'overdose et tout, mais ça aurait pu être ça, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un exemple assez unique. D'arrêter sa création à un moment donné, genre à 25 ans, là j'ai tout dit. En mode rien à foutre, j'arrête. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est étonnant. Ouais. Et c'est très mature de sa part, parce qu'en fait, c'est... Par exemple,
Tu vois, les rappeurs, les rockers, j'en connais pas beaucoup qui du jour au lendemain s'arrêtent en disant mais j'ai plus l'énergie, j'ai plus la même énergie, je suis vieux, j'y crois plus, tu vois. Les vieux rockers, ils sont horribles. Les vieux rappeurs, ils sont. Je suis d'accord, il y a très peu de Akhenaton, t'as envie de le jeter d'un ravin, quoi. C'est horrible, quoi. T'as envie de leur dire arrête-toi, quoi. C'est pas mal. C'était bien quand t'avais 20 ans, mais on s'en fout maintenant de... Oui, c'est trop con, quoi. Les Stones, ils auraient pu être morts depuis 30 ans, ça aurait rien changé leur carrière, en fait. Ouais, ils boivent de la soupe de poireaux, ils se font changer leur sang en Suisse, ils ont plus rien à dire, ils sont plus rock'n'roll, quoi. Ouais, ils sont c'est très rare, les mecs qui vieillissent et qui sont encore un peu... qui arrivent à garder cette énergie-là. Mais comme ça leur apporte du pognon, et comme ils capitalisent là-dessus, ils n'arrivent jamais à s'arrêter. Alors ils continuent à faire leurs concerts à la con et tout. Alors qu'en fait, ils devraient s'arrêter. Effectivement. Ils devraient, à 25 ans, 26 ans, dire j'arrête et ce serait encore mieux. Ce serait beaucoup mieux, même. Ouais. Ok, bah écoute, on a fait un tour d'horizon. Alors on aurait pu, ça aurait pu durer 6 heures, 40 minutes de moins, 6 de plus. Bon, en tout cas, c'était passionnant. Moi, je me suis éclaté dans cette pareil, ça me fait très plaisir d'être venu ici, parce que c'est mythique un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. C'est vrai, il y a eu du beau monde. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. La phrase, tu sais, bateau. J'aime beaucoup ce que vous faites. Mais voilà, j'invite les gens à te découvrir. Évidemment, je vais mettre un lien vers ta chaîne YouTube en description. Allez regarder la chaîne parce que on peut pas expliquer ce que je fais en fait. Mais tu vois, ça me fait plaisir qu'on puisse pas expliquer ce que je fais. Ça me ferait chier qu'on puisse l'expliquer en fait. Et je dirais qu'en fait, oui, c'est ton caractère aussi. Ouais. Mais ceux qui ont par exemple plus de 30 ans, tu m'évoques vraiment les débuts de YouTube. Au début de YouTube, il y avait ou même de Dailymotion, il y avait du contenu comme le tien, où les gens en fait parlaient un peu au fil de la pensée et n'essayaient pas de se conformer, d'être le youtubeur ciné ou le youtubeur machin, le youtubeur machin chose. Et en fait, ça m'a rappelé cet esprit de liberté qui avait au début de YouTube et que tu as conservé. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, d'un seul coup, c'est juste un espace d'expression et de liberté qu'on exploite. Et il y avait des choses complètement ahurissantes dans les débuts de YouTube. Et maintenant, c'est trop calculé, c'est trop formaté. En fait, maintenant, il y a des partenariats, il y a des trucs. Les vidéos sont hyper cut. Et en fait, les mecs, ils font des vidéos toutes qui font pile 10 minutes, etc. Alors que là, il y a un souffle de liberté, je peux pas le dire mieux, dans ta création qui est agréable et qui fait que, voilà, par exemple, des fois, vous allez avoir une vidéo de Ralph sur un sujet qui vous intéresse pas, vous n'allez pas la finir. Mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez regarder la suivante et ça va vous passionner. Donc voilà, je vous mets en description un lien vers la chaîne YouTube, un lien vers le canal Telegram, et vous verrez aussi que sur l'espace de Ralph, il y a des moyens de l'aider financièrement si vous voulez. Dans son grand projet. En tout cas, dans mon grand projet de rien foutre. Et en tout cas, vous avez accès, parce que je dis toujours, la vraie chaîne, les vrais contenus, c'est pour ceux qui payent. Et c'est pas pour. D'accord. C'est pas pour exclure, je pense toujours aux pauvres, je pense toujours aux crevards, parce que j'en ai été un pendant tellement longtemps que je suis obligé de penser à vous. Mais les vrais contenus, c'est pour ceux qui payent. Mais j'aime ta façon d'en parler de manière, on va dire, décomplexée, parce que c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport aux gens qui font vivre une société. Tu as des gens qui font vivre un créateur de contenu, ça sera jamais la majorité, mais ces gens-là existent et permettent de produire plus de contenu. Mais en plus, c'est vraiment les meilleurs, quoi, parce que c'est des gens... Ils me payent, j'entends jamais parler d'eux. Ils m'emmerdent jamais. Ils me cassent jamais les couilles, évidemment. Ils me laissent. J'ai le même retour. Non, mais c'est incroyable, quoi. Parce que je me disais, peut-être que je vais avoir des gens, un peu fanatiques. Tout le temps. Mais absolument pas, quoi. C'est les meilleurs, quoi. Non, mais c'est la même chose pour moi. Comme par hasard, quoi. Ceux qui te soutiennent. Ils te font jamais chier. Et puis celui qui va te laisser un commentaire de 3 pages pour venir encuculailler les mouches sur un détail trop t'emmerder. T'as le mec, mais ouais. Lui, il te lâchera jamais un centime, quoi, tu vois. Il te laissera crever sur le bord de la route s'il te croise, quoi. Tu vois. Là, c'est ça. C'est la nature humaine. Ok, Ralph, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Un petit like, ça fait pas de mal. Partagez l'émission. Voilà, vous pouvez l'écouter autant que vous pouvez la voir. Je pense que c'est une émission qui va durer, qui sera agréable aussi, parce qu'on a très peu parlé d'actualité finalement. Jamais, je ne parle jamais d'actualité. Pratiquement jamais. Effectivement, donc c'est... ça aussi, ça apporte un peu de fraîcheur sur cette chaîne Vive l'Europe. Oui. À très bientôt les amis, merci Ralph, et puis à bientôt à tous. Merci beaucoup.